Salut tout le monde, bienvenue à Lutte Média. Aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire parce qu'avec nous, on a une légende de la lutte au Québec. Il vient d'une dynastie. Il est en fait le lutteur le plus populaire de cette dynastie. On parle de la dynastie Rougeau. Avec moi, chers amis, Jacques Rougeau Junior. Salut André, ça va bien? Ça va bien, puis merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps que quelqu'un m'a appelé Junior. Ouais, mais si jamais il y a des vieux comme Gilbert Thibodeau qui nous écoutent, il faut faire la distinction. Oui, parce que mon père Jacques Senior était là avant moi, hein, puis il est décédé il y a 3 ans là, maintenant. Mais c'était toute une légende. Mon père Jacques, mon oncle Johnny, puis mon grand-oncle ADOG. Il y en a eu, on est 4 générations de famille, de la famille Rougeau. On va parler de ça. Dans le fond, ce que je voulais faire, c'était l'historique de la lutte vue à travers les yeux de Jacques Rougeau. Oh my God, OK. Ça a-tu de l'allure? Ça a bien de Parce que l'allure. les gens réalisent peut-être pas, ceux qui nous écoutent, mais quand Radio-Canada a ouvert ses yeux, on s'entend qu'à la télévision a commencé, c'était en 1952, il y avait de la lutte en direct du Forum. Wow, j'étais même pas au monde. Ben moi non plus. Et on regarde ici, ça c'est un combat 1956. Maurice Vachon versus Larry Moquin. C'était live à Radio-Canada. Hey, imagine. Et là, ce qu'on voit présentement, c'est Maurice Vachon qui avait été aux Olympiques de, je pense, c'est 48 à Londres, donc qui était un lutteur olympique, et qui là, il commence à frapper, utiliser ses poings, ses pieds, ses genoux, ce qui est illégal, et il s'est fait disqualifier. Donc, on est très, très loin de la lutte moderne quand on regarde ça. Incroyable, hein? Écoute, Larry Moquin, c'était tout un lutteur dans le temps, puis Maurice Vachon, ça n'a même pas de bon sens. Mais tu vois, Maurice Vachon, c'est drôle, je l'ai jamais vu comme ça dans son jeune âge. Hein? Je l'ai connu un petit peu plus tard, puis, mais je vois que son style n'a pas bien changé. Ben, en fait, quand ça commençait, le combat commençait, puis c'est 2 lutteurs style olympique. Mais à un moment donné, Maurice Vachon, il était en arrière dans le combat. Puis là, il pognait un an, il n'est pas content. Fait que là, il commençait à faire des moves illégaux. Il mordait-tu dans ce temps-là? Pas encore. Pas encore, OK. Mais dans ce temps-là, les gens l'appelaient Vachon le cochon parce qu'il luttait cochon. Imagine-toi. Alors, la lutte, c'était le sport le plus populaire après le hockey. Ah oui, oui. Et il faut s'entendre qu'il y a eu des superstars. Et toi, tu as le premier de la dynastie, il s'appelle Eddie Auger. Ah oui, mon grand-oncle Eddie Auger, maudit qu'il était fin à part de ça. Écoute, Eddie Auger, il faut que je te dise, c'était tellement fin. Et là, on le voit ça, c'est à Buffalo. Hey, imagine. Il s'appelait Pierre Lassalle à ce moment-là, son nom de lutteur. Hey, imagine. Contre Joe Blanchard. En 1950, on ne sait pas trop. Hey, imagine-toi. Puis ils viennent de tirer les cheveux, puis mon oncle Eddie, mon grand-oncle Eddie, c'était un bon. Mais là, lui, il était à Buffalo, fait qu'il luttait comme vilain. Exact. Mais écoute, il venait chez nous à Saint-Sulpice, là. Puis c'était tellement mon oncle favori parce qu'il venait chez nous, puis là, il nous demandait de laver sa voiture. Okay. Puis il nous donnait 1 pièce. Oh, c'est beaucoup d'argent à ce moment-là. J'avais 7-8 ans. Là, moi, là, on parle de ça, de 58 ans passés. Là, 1 pièce, t'avais 2 hot dogs, une patate frite, une liqueur, puis des bonbons avec ça. Là. Mais puis après ça, il venait, puis jetait des 30 sous, puis des 10 cents, des 5 cents dans la piscine. Puis là, on fallait qu'on plonge, qu'on allait les chercher. Ah oui, moi, mon oncle Eddie, c'était le plus fin là, de tout là, pour moi. C'est lui qui a commencé la dynastie, mais il avait juste 6-7 ans plus vieux que ton père et ton oncle Johnny. Oui, donc, c'est un mononcle, mais pas un vieux mononcle. Ça, je l'appelais mon oncle, mais c'est mon grand-oncle. Ah, c'est ça, Lui, c'était l'oncle de Johnny puis de Jean. C'est ça. Mais moi, je l'appelais mon oncle quand il venait chez nous, parce que comme tu dis, ils avaient à peu près la même âge, puis ils se tenaient ensemble, puis ils luttaient tous ensemble au Centre Paul-Sauvé pour Forum. Oui. Fait que, pour moi, c'était un mononcle. Oui. C'était vraiment mon grand-oncle ADOG. Mais écoute, il travaillait dans la viande quand il était jeune à Montréal. C'était tout un homme. Mais son... Tu sais, il y a du monde là, que tu rentres dans des compagnies puis des places, puis tu sais, il y a une personne en particulier que tu dis, tout le monde l'aime. Oui, tout le monde l'aime. Mon oncle Eddie, mais tout le monde l'aimait. Mon oncle Eddie, grand-oncle Eddie est décédé en 73 à 50 ans. Il a lutté jusqu'à la toute fin. Et à ses funérailles, qui était là? Bien, à ses funérailles, bien, écoute, il devait avoir mon père, mon oncle, c'est sûr, puis il y avait-tu... Maurice Richard. Maurice Richard. Jean Béliveau. Ah, Seigneur, oui, il était aimé. Alors, il était connu, il était aimé. Je te le dis, il était aimé par tout le monde, mon grand-oncle ADOG. Puis c'est drôle, parce qu'on va y arriver aux funérailles de mon oncle Jean aussi, après, probablement, où que Ginette Renaud était là, puis écoute, René Lévesque, tu sais, la relation qu'il y a eu avec mon oncle Johnny. Oui. Puis tout, c'était tout un homme. Mais en tout cas... on va voir, dans le fond, là, on a une photo ici
ici de ton père et de Johnny, qui ont un an de différence. Incroyable, on dirait des Elvis. Oui, hein? Donc, deux beaux gars, puis des gars costauds, parce que t'es un gars costaud, hein? T'es un gars costaud, c'est dans la famille. Ça, c'est Johnny ici, champion. Hey, mon oncle Jean, écoute, c'était tout un homme. Mon oncle Jean, là, comme je te disais, mon oncle Jean, c'était le gars qui était plus, un petit peu comme moi. Je dis dans le côté marketing, artistique, il fait toutes sortes d'affaires, il était dans le public, puis il essayait de s'infiltrer partout, puis on sait qu'il était, écoute, il a fait des accomplissements incroyables, mon oncle Johnny, là. On parle de bras droit de René Lévesque dans ses élections, un meilleur ami, puis après ça, on parle de le Mocambo, le club Le Mocambo à Montréal. On le voit ici avec René Lévesque, il était son garde du corps et chauffeur. Ah oui, puis il était son meilleur ami aussi. Puis il y a une histoire là-dessus, c'est tellement drôle, parce que quand ils se sont fait présenter, il y a quelqu'un qui avait dit à René Lévesque, hey, il dit, il faut que tu rencontres Johnny Rougeau. Puis il dit, c'est qui ça, Johnny Rougeau? Et il dit, c'était un gars du peuple. Il dit, il faut que tu le rencontres. Mais je peux pas croire qu'il ne connaissait pas Johnny Rougeau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était, pour lui, il ne connaissait pas Johnny Rougeau dans le sens, pourquoi que tu veux me présenter Johnny Rougeau? C'était qui Johnny Rougeau dans le monde politique? C'est qui Johnny Rougeau? Puis là, quelqu'un il avait dit, c'est parce qu'il est aimé par tout le monde. Puis il dit, fait qu'il s'avait collé. Puis après, comme je te disais, il était propriétaire du Mocambo à Montréal. C'était un des clubs de nuit où tous les marins, ça venait de partout de la planète en bateau, ça montait le fleuve Saint-Laurent. Puis tu sais, il y avait des costauds, des marins là-dedans qui se faisaient 25 jours qui n'avaient pas vu une femme. Là. Puis quand il arrivait au Mocambo, là, ça s'excitait, ça buvait. Mon oncle Jean était propriétaire, mais mon père était doorman. Mon père, c'est lui qui était le tough d'un deux. Mon oncle Jean, c'était le gars en politique. Mon oncle Jean, c'était aussi le gars qui... Il était président de la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, il y avait le National de Laval, il y avait son équipe avant, le Rosemont de Laval, des équipes, mais après, il est devenu président de la Ligue junior majeure du Québec. Fait que mon oncle, c'était un gars qui était impliqué dans beaucoup de choses. Mon père, c'était le gars qui était humble, tu n'avais pas deux comme lui, tranquille. Mais laisse-moi te dire de quoi, un vrai tough. Mon père, c'était le tough des deux. Quand mon oncle Jean avait la lutte avec mon père, là, les as de la lutte dans le temps, puis il y avait un gars qui ne voulait pas dropper la ceinture, ou il ne voulait pas perdre ou quelque chose de même. Mon oncle Johnny, il appelait à Saint-Sulpice. Jacques, il dit, Abdullah, il ne veut pas perdre sa ceinture. Il y avait eu un incident avec Dick Taylor, un gars qui s'appelait Dick Taylor, un lutteur, qui avait pris la ceinture une semaine, puis qui ne voulait pas la redonner. Puis qui était venu, le Forum de Montréal était rempli à pleine capacité. C'était supposé de perdre à mon oncle Jean ce soir-là. La ceinture, il est redonnée, puis il ne s'est pas présenté. Ah, mon gars. Puis il y a Dick Richmond, je ne sais pas si tu te rappelles de Dick Richmond. Dick Richmond, c'est son gérant, puis il était venu voir, puis il était bien chum avec mon père et mon oncle, puis il avait dit, hey, Jacques, il dit, Dick Taylor, il est au bar. Il est au bar, puis là, il dit, il se présente pas, il pense pas que c'est le temps de dropper la ceinture tout de suite, mais il dit, il va avoir plus d'argent. Puis fait que là, finalement, ils ont fait une affaire où c'est là qu'ils ont pogné Richmond. Mon oncle Jean a pogné Richmond, puis ils ont donné le choix à Richmond. Il l'a mis sur une civière, puis après ça, il l'a renversé de la civière. Le monde était tellement content que Richmond avait mangé une volée qu'il avait sauvé le show de même. Puis après ça, mon père avait été au club. Puis mon père avait été donné 108 points de suture d'en face à Dick Taylor. Oh my God! Tu sais que mon père était champion à Golden Gloves aussi à boxe. C'était un vrai batailleur de rue. Comme je te dis, il était doorman au Mocambo, il sortait les vrais marins les plus toughs de la planète là, qui venaient. Fait que mon père, là, puis c'est tellement drôle. Puis j'ai été justifié par ça, ce mythe-là, ces rumeurs-là, puis tout ça, quand j'ai voyagé autour de la planète. Là, je rencontrais du monde partout autour de la planète. Puis là, il me disait, des vieux vétérans qui rentraient avec des cauliflowers, des oreilles en chou-fleur. Ça, fais attention à ces gars-là. Hein? Puis là, ils rentraient, c'était des toughs. Puis là, des shooters qu'on appelait. Puis là, ils rentraient dans le vestiaire durant ma carrière, que ce soit au Japon, n'importe où, là, beaucoup plus vieux que moi, puis ils rentraient, puis ils disaient t'es-tu parenté avec Jacques Rougeau à Montréal? Là, je disais oui, c'est mon père. He's a tough guy, you know, a tough guy. Puis sa réputation était faite mondialement, mon père, avec Oh my God, OK. À cause que Montréal, il y a un port, puis les marins vont là. D'ailleurs, la lutte a commencé comme ça. Hein? C'était des gars qui se battaient de différents pays, puis ils se battaient pour leur nation. Il n'y avait pas de limite de ronde. C'était un mélange de lutte puis de boxe. Puis la lutte est née dans le sens, hey, les boys, on pourrait faire ça tous les jours, mais on va pas survivre. Et c'est là qu'ils ont dit, il va falloir faire attention pour pas se faire trop mal. Ah ouais? Fait que ça a commencé de même. C'est là que la lutte a commencé à être arrangée. La lutte, oui, ça a commencé à être arrangé. Sauf qu'il faut faire la différence entre arrangé puis fake. Comment ça? C'est pas fake. La lutte. Mais non. Parce que toi, tu as passé combien de jours à l'hôpital dans ta carrière? Ah, je n'ai passé une couple de jours parce que les accidents, tu ne les prévois jamais. Puis il faut que tu apprennes à tomber. Il faut vraiment que tu apprennes à tomber, mais tu tombes.
Tu peux pas prendre un gars de bureau qui travaille avec un crayon dans l'oreille de 8 à 5 tous les jours, puis l'amener dans l'arène. Il va en avoir pour un mois à s'en remettre. Exact. Il faut vraiment que tu sois fort, puis athlétique, puis acrobate. Fait que non, je comprends ton point de vue quand tu dis que c'est pas fake, mais oui, c'est arrangé. Parce que dans le fond... le concept, le scénario, il peut être arrangé, mais il faut que tu fasses la job pareil une fois que tu es dans l'arène. Moi, j'ai eu des cours de magie. Et au premier cours de magie, le prof il a dit « Vous n'êtes pas des magiciens. Vous êtes des acteurs qui jouent le rôle d'un magicien. » Est-ce que tu penses que ça s'adapte à la lutte professionnelle aussi? Écoute, t'es donc bien brillant, toi, André. Gilbert Thibodeau! Avoir su que t'étais brillant demain, j'aurais pas fait l'émission. Tu m'as mal paraître à la fin de l'émission, moi. Fait que répète ça pour que je comprenne ce que tu dis. Mon prof de magie, premier cours, il a dit « Vous n'êtes pas des magiciens, vous ne serez jamais des magiciens. Je vais vous entraîner à être des acteurs qui jouent le rôle d'un magicien. » Ça veut dire quoi? Je comprends pas ce que tu veux dire. Dans le sens que pour un lutteur, c'est plus important d'être un acteur que d'être... Celui qui va être très populaire, c'est celui qui est capable d'aller chercher l'auditeur. Absolument. Et toi, tu as été, dans ta vie, beaucoup plus souvent du côté des bons que des méchants. Puis acteur. Beaucoup plus acteur que tough. Et on va montrer des vidéos tantôt. La différence entre les frères Rougeau, mais avant... Ton oncle Johnny, je vais finir avec lui, une carte. Écoute, il était populaire. C'est quelque chose. Et aussi, j'ai un extrait, il y a du son, il ne faut pas parler, mais il était à Radio-Canada en 1971. Et c'est là qu'il parle d'ailleurs de son oncle Eddie. Et puis, mon poids, je pèse 230, 235, ça varie. Là. Et puis, ma grandeur, j'ai 6 pieds. Je mesure 6 pieds 2. 6 pieds 2. Est-ce que votre taille, disons, a influencé le choix de votre carrière? Le temps? Votre taille. Oh, pas nécessairement, parce que les premières années, disons que j'ai eu beaucoup de misère à faire le poids. J'ai commencé à lutter, je pesais à peine 175 livres. Alors, puis, naturellement, je savais que pour faire de l'argent ou un avenir dans la lutte professionnelle, il fallait nécessairement être un poids lourd, et ça, c'est-à-dire 220 livres ou plus. Alors, je ne crois pas que ça a eu une influence, sauf qu'il y a eu Eddie Auger, qui était mon oncle, qui luttait à l'époque. Alors, ton oncle avait tout un sens d'humour en plus, hein? Mon oncle avait un sens d'humour, mais mon oncle, là, il articulait très bien. Oui. Mon oncle, il parlait, et je te dis que nous autres, on venait de Saint-Sulpice, lui, il venait de Montréal. Oui, c'est ça. Nous autres, on s'exprimait comme des farmers puis des habitants. Mais lui, mon oncle Jean, à cause qu'il était bras droit René Lévesque, il était en politique. Ouais. Il savait bien. Mon frère Raymond est pareil. Mon frère Raymond, tu sais que mon frère Raymond, c'est un maire aujourd'hui. Oui, absolument. Maire de Rawdon. Une maire de Rawdon, puis il fait très, très bien ça. Mais Raymond, c'est un gars qui était brillant aussi en affaires. Raymond, il fait beaucoup penser à mon oncle Jean. Mais tout de suite après sa carrière de lutteur, il a fini avant toi. Il était commentateur. C'est ça. Raymond, il s'exprime très, très bien, très brillant. Et puis, mon oncle Jean était comme ça aussi. Puis, il était séducteur des demoiselles. Oui. Puis parce que, tu sais, il y avait un charme incroyable. Il y avait un charisme qu'on appelle, tu sais, dans la lutte. Les meilleurs lutteurs, d'ailleurs, qui percent dans la lutte, c'est ceux qui sont charismatiques. Exactement. C'est pour ça que je te dis que c'est plus important d'être un acteur que d'être un gars qui sait lutter. Parce qu'on a vu que c'est eux autres qui sont devenus populaires. Ceux qui sont, comme exemple, Hulk Hogan, que je pense que tu aimes bien. J'adore. On s'entend dessus que c'est pas le meilleur lutteur au monde. C'est pas le meilleur lutteur au monde, mais phénoménal, comme dit, charismatique. Un acteur. Mais tu sais, il lutte quand même bien. Mais c'est comme je te dis, c'est pas lui qui a inventé le livre des 1000 moves, là, si tu veux. Là. Exact. Mais il fait une belle tombée de jambe. Bon, ouais. mais ce que je veux dire, par contre, c'est que tu as tellement raison. C'est que, écoute, il y en a des pires que lui. Là. Je te dis, quand tu penses à Brutus the Barber Beefcake avec ses ciseaux, là, il était, lui, il est chanceux que Hulk Hogan, c'était son chum, parce que c'est là qu'il a eu tout son push. Mais c'était à l'époque où Vince McMahon voulait des bodybuilders. Des bodybuilders, puis aussi des caractères. Tu sais, quand tu penses aux Bushwhackers, on va en parler tantôt. Puis là, il lichait, puis après ça, tu parles de Jake the Snake avec son serpent, puis Hacksaw Jim Duggan avec son 2x4, wow! Oui. Coco Beware avec ses oiseaux sur ses épaules, puis tu sais, c'était vraiment des personnages des années 80 quand c'est arrivé dans le lutte. On va en parler des années 80 assez vite. Je vais parler un peu de ton père quand même. Mon père, là, je te dis que c'est... Mon père, il faut que je vous dise, si vous ne le savez pas, mon père, c'est mon héros. Là, on le voit ici en train de se battre avec Stan Stasiak en 1976. C'est un gros top. Un an avant que tu commences professionnellement. J'ai commencé en 77, mais oui. Hey, mon père, là, je vais dire de quoi, lui aussi, Stan Stasiak, c'était tout un homme. Oui. Mais mon père, là, je te dis qu'il y avait... Tu sais, c'est drôle, hein? Moi,
Je vais valoriser mon père bien plus que n'importe qui d'autre, parce que c'est mon père, puis c'est mon héros. Mais écoute, ça me fait du bien de revoir mon père comme ça. Ça fait 3 ans qu'il nous a quittés. Là. Puis, mais c'était un vrai. Puis tous les hommes, on voit des Kirchman ici. Puis tous les hommes, puis les fans le savaient. Parce que, tu sais, le monde était quand même moins sur l'Internet, ces affaires-là, mais le monde était petit. Tu sais, le monde, ils se parlaient entre eux autres. Ils savaient, puis les oui dire que, hey, Jacques est Dorman au Mocambo, puis ça a l'air qu'il a planté un marin, puis ça a l'air qu'il a sorti un gars, puis ça a l'air que. Mais, on le voit que c'est un tough, hein? Mais toujours humble, mon père. Oui. Tout le temps. Là, il était tellement aimé et respecté par tout le monde parce que, justement, il n'y avait pas de décision à prendre comme mon oncle Jean. Mon oncle Jean, lui, il avait les décisions à prendre comme qui gagne. Ensuite de ça, qui est dehors, puis qui reste, puis il est obligé de faire. Il est obligé d'être promoteur. Quand tu es promoteur, des fois, tu es obligé d'y aller avec le. Faut que tu fasses plaisir à tout le monde. Faut que tu fasses plaisir. C'est dur, là, tu sais. Puis il y avait Gino Brito dans ce temps-là qui était c'est un peu son bras droit à mon père, mais qui était le middleman. Fait que là, mon oncle Jean, il disait à Gino, mettons, ben là, va dire à ce gars-là là, qui va perdre. Là, c'est Gino qui avait la job sale. Oh! Là, Ça, c'est pas... Puis là, mais Gino, c'était le middleman, mais il était fin, Gino. Tout le monde aimait Gino. Mais mon père, c'était un petit peu comme ça, sauf qu'il n'y avait pas la position d'aller donner les nouvelles. Mm-hmm. Mais quel bon souvenir que tu me ramènes. L'émission, je pense, c'est pour moi, pas pour les auditeurs. En fait, c'est pour les auditeurs et pour toi. Et là, Jacques Rougeau, moi, j'ai lu ça dans un magazine il y a bien longtemps. Et ça disait... Quand j'ai commencé, mon père m'a dit « Ben voyons donc, tu peux pas être un lutteur, t'as la shape d'un danseur de ballet. » T'as fait tes devoirs, moi, André. Ah, parce que j'ai de la mémoire. Non, mais écoute, c'est incroyable. Mon père, écoute, j'ai commencé à l'insu de mon père professionnellement. Tu sais que j'ai commencé... avec le père de Bret Hart. T'as pris le téléphone? Stu Hart. T'as pris le téléphone? Mais il ressemblait pas à ça quand je l'ai vu. Non, hein? Non. Ça c'est, je sais pas en quelle année que c'est, mais c'est bien avant. Les années 50. C'est ça, c'est bien avant que je l'ai rencontré en 77. C'est ça. Mais c'était tellement drôle. Stuart, c'était tellement un classique. Écoute, quand je l'ai appelé, moi, j'ai dit à mon père, là, j'ai dit, parce que moi, on avait commencé à 16 ans. Puis moi, j'avais dit à mon père, j'ai dit, Père, j'ai 17 ans, là. Moi, je suis prête, mais j'étais grand puis j'étais slim. Oui. On m'appelait Bones quand j'étais jeune, tu sais. Puis Raymond, il était plus petit, mais il était plus corpulent. Écoute, on voit ici, écoute, t'as quand même une bonne shape. Là-dessus, t'as quel âge là-dessus? Là-dessus, Ça, je pense que ça a été pris en Floride. Ça doit, je dois avoir 17 ans, peut-être, quelque chose de Tu sais, 100 ans, là, moi, j'aurais aimé ça avoir ce shape-là à 17 ans, personne ne m'aurait traité de ouais, Bones, mais tu peux me compter toutes les côtes, par exemple. Ben oui, mais là... Mais les lutteurs, ils étaient plus gros que ça dans ce temps-là, tu sais. Fait que mon père, il disait, non, t'es pas prête. Fait que finalement, j'étais voir ma mère. Puis là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, il faut que tu me passes 500 pièces. C'est beaucoup d'argent, là. Oui, parce qu'il fallait que je paye mon hôtel pendant une semaine, avant que j'aie ma première paye là-bas. Mais avant ça, j'avais appelé Stuart. Puis j'avais appelé, puis tu sais, Stu, c'est un personnage que tous les lutteurs du monde le connaissent. Puis il parlait, il avait une drôle de manière de parler. Puis je vais te donner une petite imitation. Okay. Quand je l'ai appelé. Oui. Je l'avais appelé sur le téléphone, j'ai dit, fait que là, quand il a répondu, j'ai dit, Mr. Hart, j'ai dit, My name is Jimmy Rougeau. Parce qu'on m'appelait Jimmy quand j'étais jeune. Parce que comme tu sais, j'étais Jacques Junior, comme tu disais au début. Fait que pour pas mélanger à la maison, mon père c'était Jacques, moi j'étais Jimmy. Ma mère m'appelait Jimmy en anglais. Fait que mes amis m'appelaient Jimmy à la maison. Fait que là, je me suis présenté sur le côté anglais, que ma mère est anglophone. Fait que je me suis présenté comme Jimmy Rougeau. Fait que là, j'ai dit, Hi, Mr. Hart. J'ai dit, This is Jimmy Rougeau from Montreal. Are you, is your dad Jacques Rougeau? Il parlait de même. Ça prenait une heure pour dire un mot. Mais puis là, j'ai dit, Yes, sir. Il dit, OK. When you want to start there? Fait que l'entrevue, c'était. Tu t'appelles Rougeau, viens-t'en. T'es le gars de Jacques Rougeau, tu t'en viens. Ben oui. Mon père, mon oncle avait fait classer le nom Rougeau. Puis il savait, tu sais, que. Puis ça, toi, c'était à l'insu de mon père. Si je suis trop maigre ici, il y a quelqu'un qui va. Ben, c'est parce que mon père était plus exigeant. Mon père, il voulait que, tu sais, quand j'étais pour arriver, que j'étais pour être un phénomène. Parce que j'avais beaucoup de charisme, même quand j'étais jeune, autour de la piscine. Quand j'avais 10, 11 ans, 12 ans, et
écoute, les lutteurs, ça venait chez nous le dimanche soir pour prendre la photo pour le Montréal matin, la photo du face-à-face là, du lundi pour le centre Paul Sauvé. Oui. Mais ça venait chez nous le dimanche soir à Saint-Sulpice, à Joe Leduc, Abdullah, ça venait chez nous. Puis moi, quand il venait chez nous, là, écoute, quand Abdullah venait chez nous, je me mettais un drap à la tête, là. Puis là, je me promenais comme puis je l'imitais autour de la piscine, puis tout le monde, mes amis, voyaient mon père, les lutteurs voyaient, ils disaient, hey, il est bon, lui. Hey, il est bon. Tu sais, je me suis fait endosser par les lutteurs assez vite. C'est eux autres qui m'ont comme emmené dans la lutte, dans le fond. Ils m'ont dit, hey, tu vas être bon lutteur. Fait que pour moi, le charisme, c'était quelque chose qui m'a été, Dieu merci, ça m'a été donné. Tu sais, puis je mets, en tout cas. On va le voir plus tard, parce que non seulement du charisme, mais capable d'être baveux à ses heures. Là, évidemment, toi, tu as le nom de Rougeau. Tu portes ce nom-là de Rougeau, mais comme tous les lutteurs, tu commences des fois, faut que tu sais, en bas de l'échelle. C'est pas facile. Puis là, qu'est-ce que tu fais avec quand tu as un nom comme Rougeau, là, puis il faut que tu perdes? Ah, moi, ça me dérangeait pas de perdre au début. Sauf qu'à un moment donné, quand mais le nom Rougeau? J'ai changé de nom à un moment donné. Moi, quand je suis arrivé à Atlanta, mais je te conterai ça un peu plus tard. Jerry Roberts. Ben oui, regarde, versus Georgia. Doc Summers à Georgia. Georgia Championship Wrestling. Et là, on voit un jeune Jacques là-dessus. T'as 79, ça veut dire que t'as quoi? T'as 19 là-dessus? 19 ans. Mais écoute, tu vas voir. Mais on voit quand même. J'avais des belles savates, tu vas voir. Puis que non, ben ça c'est. Mais j'étais jeune, mon Dieu, je ressemble à mon fils Émile, ça n'a pas d'allure. Mon fils Émile me ressemble. Et on en a un autre ici contre Ole Anderson. Hey. Ça, c'est un tough guy. En 1980. Hey, Ole Anderson. Mais on voit que quand même. Mais lui, Ole Anderson, là, je vais te dire quelque chose. Ole Anderson, c'était le booker à Atlanta, en Georgie. Puis lui, là, il m'aimait tellement. Ah, tu m'appelles des souvenirs. Il m'aimait tellement. Puis lui, c'était le boss. Puis moi, là, j'étais un jobber. Comprends-tu ce qu'on appelle un jobber? Faut que tu fasses tes dents. Je me faisais planter par tout le monde. Mais j'ai réussi à rester 1 an et demi à Atlanta, à me faire planter par tout le monde. C'est jamais la moyenne d'un jobber. Les jobbers, d'habitude, là, ça reste 2 mois, 3 mois, puis après ça, tu t'es fait battre par tout le monde, ils te mettent dehors. C'est ça. Mais lui, c'était le boss, Ole Anderson, puis il m'aimait tellement que lui, il m'a gardé, puis il m'a donné une chance. Puis ce qui était le fun à TBS, ça, c'était TBS, c'est Turner Broadcast System. Okay. Ted Turner, qui était marié avec Jane Fonda, qui avait les Braves d'Atlanta, les Hawks d'Atlanta, les Falcons d'Atlanta. La ville y appartenait à Ted Turner dans ce temps-là. TBS, c'était le seul réseau de télévision qui, contrairement à tous les petits territoires que j'avais luttés, au Tennessee, en Floride, Kansas City, le territoire d'Atlanta, c'était TBS, c'était le seul territoire où quand tu luttais le samedi matin, et le samedi soir, et le dimanche à TBS, c'était vu de Boston à Los Angeles. C'est ça. Fait que là, lui, Ole Anderson m'a gardé là pendant 1 an et demi. Wow. Fait que les promoteurs de tous les petits territoires partout aux États-Unis, ils me voyaient aller puis ils me disaient, il est jeune, mais maudit qu'il est bon. On voit déjà ta shape. Fait que ça m'a donné, ça m'a ouvert les portes après Atlanta. Écoute, tous les territoires m'appelaient. Et c'est pour ça que Robert Fuller, j'ai mis un post sur mon Facebook un matin. C'est tellement drôle. Si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir une photo que j'ai mise où ce que je lutte à Alabama en finale contre Joe Leduc. Oui. Puis Robert Fuller, c'était un de mes boss après que j'ai travaillé pour lui, puis qui m'a vraiment donné un push qu'on appelle dans la lutte. Il m'a emmené sur le dessus. La première fois que je gagnais le championnat du monde des poids lourds, puis tu sais, il m'a mis dans les scénarios, puis j'ai beaucoup appris. Je voyageais avec lui dans l'auto, puis tu sais, je bouquais avec lui les autres combats, puis j'ai vraiment beaucoup appris avec lui. Fait que TBS, c'est là qui était vraiment, je te dirais, mon tremplin pour me faire connaître dans tous les territoires des États-Unis. Puis l'autre chose aussi, il faut que tu te rappelles dans ce temps-là. Mon frère Raymond, c'est lui qui m'a fait rentrer à Atlanta. Raymond était là le premier. Il m'a fait rentrer à Atlanta. Mais Raymond, il n'aimait pas ça l'hiver d'aller travailler aux États-Unis. Il allait à Atlanta, il est allé 2-3 fois, je pense. Mais c'est tout. Et l'hiver, il prenait ça off. Il luttait au centre Paul Sauvé le lundi soir avec Gino. Les gars, il restait au Québec, comme mon frère Armand. Tandis que moi, tous les hivers, j'allais au Mexique où j'allais. Ça, vous avez plus trippant? Puis, c'est parce que j'étais plus hungry pour aller plus loin. Fait que j'ai eu beaucoup de chance avec le TBS de me faire connaître un peu partout. Fait que écoute, c'est sûr que quand je suis arrivé en 78, je suis parti de Calgary avec le père Astou en 77, puis j'ai eu un offre pour aller au Mexique en 78. Encore là, mon père me disait « Va pas là! » Il dit « Va pas là! » Mais il avait raison, mais c'est pas grave. Il dit « Va pas là! » Parce que moi, tout ce que mon père me disait « Faut pas que tu fasses », je le faisais. Parce que j'avais une relation, moi, j'avais une tête de cochon, puis il fallait que j'apprenne par... Tu sais, il y en a qui apprennent par des conseils, il y en a d'autres qui apprennent par des claques à la gueule. L'un qui reste plus que l'autre. Fait que moi, ça c'est sûr, quand t'apprends de même, t'apprends vite. Surtout, en tout cas, longue histoire courte, c'est quand j'étais allé au Mexique. Mais écoute, là-bas, la lutte, c'est complètement différent. Là-bas, la lutte, c'est
écoute, de un, l'altitude est effrayante. T'es à 40 000 pieds, Ouais, c'est t'es haut, fait que t'as besoin de souffle. Ça prend du temps à t'adapter. Après ça, là, écoute, il y a tellement d'affaires que je peux te dire. Ils taguent pas les combats d'équipe. Tu sais, comme là-bas, nous autres, on fait des Ils tags. embarquent quand ils veulent. Fait qu'eux autres, là, c'était comme boum, 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 puis les gars tombaient dehors, puis moi, j'étais dehors, j'attendais dehors. Puis le promoteur était pas de dire Roro, andale, Roro! Qu'est-ce que ça comme embarque? Moi, j'attendais le tag. Puis, mais tu sais, mais écoute, c'est là que j'ai appris à faire ma passe, mon backflip. Tu sais, quand que le gars se penche, mettons, pour te donner une belle culbute, le petit tombe, mais moi, j'ai appris là-bas que quand le gars se penchait, je me revirais de bord, je me couchais sur son dos, puis je faisais une culbute par en arrière, tombais ses pieds, puis je revenais avec une belle savate. Tu sais, fait quand moi, j'étais faire tous ces petits territoires-là, puis à toutes les années, je revenais à Montréal, au Centre Paul-Sauvé, les fans qui m'ont vu évoluer, j'arrivais avec du nouveau contenu à tous les années. Parce que je volais ça de tous les lutteurs partout où que j'allais. Il y a toute une culture de lutte au Mexique. Oh my God. C'est des acrobates, c'est flamboyant. J'étais le seul qui n'était pas masqué. C'est ça. Tous les gars étaient masqués dans le vestiaire. J'étais le seul qu'on m'appelait Roro Royo. Mais Roro, c'était comme Babyface. OK. Tu sais, comme un beau petit Babyface. Puis c'était ma gimmick. Ici, aux États-Unis, puis au Québec, quand tu avais un lutteur qui était masqué, c'était sa gimmick. Mais là-bas, si tu n'étais pas masqué, c'était ta gimmick. C'était comme, parce que c'était tout. C'est pour ça que quand tu vas en croisière ou tu vas partout au Mexique, tu vois les masques de lutteurs partout, parce qu'eux autres, c'était leur tradition de lutter masqué. Oui. Mais là, Jacques Rougeau, il aimait faire de quoi, lui? Il est baveux, Jacques Rougeau. Hein? Il aime ça parler en français dans les réseaux anglophones. Hey, j'espère que tu me sors pas le clip de qu'est-ce que je pense. J'en ai vu un clip la semaine passée. Vas-y. Attends un petit peu. J'ai ça ici. T'es à Memphis? Oh, faut pas que tu montes ça. Ah, j'allais couper le bout. Oh, merci. Alors, je vais vous l'expliquer pareil. On va l'écouter. On l'écoute, mais inquiète pas, j'ai... je vais l'expliquer pareil. Mais regardez bien, mais non seulement, vous allez voir un Jacques Rougeau avec la moustache et il y a un Ghetto Blaster dans les mains. Tu vas nous expliquer après pourquoi. Dirty Laundry. Coming out right now. The big youngster from Montreal, Canada, Jacques Rougeau. J'avais une belle shape. we want Je to commençais à talk avoir une belle to shape. Parce que you. c'est dans 2,35 à peu près, 240, 235. I want everybody to understand something out here today. You don't mind if I play my music in the background, do you? All right. I just want everybody out here to know something. C'était le fun. You know, I've heard a lot of men in their life have a lot of personalities. A lot of men have two personalities. But I've never seen two men have one personality. Have you ever seen that, Lance Russell? What I'm talking about is last week here, you think this is history to me. Terry Taylor, I had him beat on the floor, and his lovely wife, Dutch Mantell, come running out to the ring and help him out to win my title. Now, there's something else I want people to understand here, is for the few important and intelligent people that there are in here, I would like for them to understand something. En fait, il n'y a pas de À son. partir d'aujourd'hui, là, le Québec, Tu vas voir, là, ça va c'est couper numéro le 1. Puis je veux rien savoir des autres de Terry Taylor et Dutch Mantell. Moi, chez nous, du sondier, là, on prend des comme toi, on les met à terre, on leur donne la job. Alors, le gars à Memphis, l'animateur, il est tellement drôle. C'est comme si personne n'y a dit que c'était arrangé la lutte. Oh, il est bon. Il était Lance extraordinaire. Russell. Extraordinaire. Lance Russell. Et là, toi, t'as un Ghetto Blaster. Pourquoi t'as un Ghetto Blaster? Oh, ben c'est bon que tu me demandes ça. C'était ça. Le monde qui ne savent pas, c'est vraiment bon. Oh, là, t'es plus dans la cam, par exemple. c'est- Ouais, tu reviens devant le sticker. C'est pertinent. Oui. Ouais, je viens chum, moi. C'est ça, je suis rendu ton chum, je suis collé sur toi. C'était pour me faire vibrer. Parce que moi, je là. le sais pourquoi t'as un Ghetto Blaster, mais je veux que ce soit toi qui le dis. Écoute, moi, j'arrive là à Memphis, puis là, je me pense, écoute, assez important pour avoir un rôle assez important dans la situation qu'ils me mettent. Je vais avoir de la musique pour aller à l'arène. Oui. Puis le boss, il me dit non, c'est juste Bill Dundee, puis Jerry Lawler, puis le King Jerry Lawler, puis une couple qui ont de la musique. Là, puis j'ai dit OK. Fait que c'est là que j'ai pris l'idée. Je me suis amené mon radio, puis je me faisais ma propre musique. Oui, le pour aller à rebelle. l'arène. Je me faisais. Hey, as-tu vu ma radio? Je faisais ça, Miguel. Là, Ouais. pas pire, la shape, hein? 62 ans? 63 bientôt. Oh my God! Dans un mois, là, ouais. OK. Puis écoute, non, mais c'est le fun parce que, tu vois, j'ai mon côté prétentieux pareil qui ressort tout le temps pareil. Mais ça, c'est la lutte qui m'a fait ça. Mais longue histoire, écoute, c'est que, écoute, dans l'entrevue, écoute, je veux tellement partager ça parce que, vous savez, j'ai fait 45 ans de lutte professionnelle.
Mais c'est plus les mêmes règles aujourd'hui. C'est politiquement correct. Il y a des choses que tu peux faire, puis il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a des mots qui pouvaient se dire à ce moment-là. Écoute, à propos des Noirs, il faut que je vous le dise. On a tous vieilli, avec les gays, les Noirs. Aujourd'hui, je me suis adapté. J'ai des amis qui sont gays, j'ai des bons amis qui sont gays, j'ai des bons amis qui sont noirs. Mais quand j'étais à Atlanta, puis quand j'étais à Memphis, dans les années 70-80... Il y avait de la tension. Oh my God! Si t'étais blanc puis t'étais dans un quartier noir, attache tes culottes, mon homme, sors pas après qu'il fait noir. Il y avait des trains, des chemins de train de fer qu'il fallait pas que tu traverses sur ce côté-là de la piste. Puis c'était comme ça. Puis moi, j'avais pris une opportunité comme ça, puis j'avais dit une affaire qui se disait pas, mais en français. Dans le fond, c'est que ça se disait à ce moment-là parce que c'était le bon mot. C'était correct. Mais ce mot-là, il exemple, puis je veux pas qu'on me reprenne, s'il vous plaît. Puis s'il y a des haters là-bas, je vous avertis, si vous coupez ce bout-là, moi, allez vous trouver. Mais tu sais, on disait l'expression, on a travaillé comme des nègres. Mais tu sais, c'était une affaire que dans ce temps-là, c'était commun. Ben oui, mais c'était le bon mot. Jacques, c'était le bon mot. C'était comme dire un arabe. Un nègre, un arabe, c'est juste que le mot a été... Puis aujourd'hui, des fois, quand je vois des affaires que je disais dans ce temps-là, puis qu'eux autres aussi, eux autres, là, ils disaient aussi pour les honkies, puis les blancs, puis tout, ça se les crackers. Ça se dirait plus aujourd'hui. Fait que quand je vois ça, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, avec les médias sociaux, puis tout, ça me stresse, parce que je me dis, tu sais, un hater pourrait vraiment sauter là-dessus, mais il ne mettra pas le monde en contexte, que c'est les années 70, les années 80. Ou que le mot était utilisé, parce que c'est ça, aux États-Unis, tu as le N-word, mais tu n'as pas utilisé le N-word. Parce qu'il y a une différence entre le N-word et Negro. Oui. C'est comme dire un arabe, c'est comme dire un Caucasian, c'est comme dire un Persian. Exactement. C'est ton mais le monde a évolué, mais dans ce temps-là, c'était là, maintenant, tu peux plus le dire. Tu peux plus le dire. Mais quel fun que j'avais eu comme vie. Tu sais, souvent, il y en a qui pensent que quand je suis devenu de Fabulous Rougeau Brothers avec mon frère Raymond, que c'était la première fois qu'on venait vilain, mais c'est pas vrai. Puis c'est là, moi, parce que je viens de me rappeler que quand j'avais reviré vilain, quand j'étais en solo, c'est la première fois que j'avais... Puis quel fun que j'avais d'être vilain. C'est bien plus le fun, je pense. Ben, écoute... Parce que tu peux faire ce que tu veux en dehors de la reine. Puis tu te trompes pas quand t'es vilain. Tu sais, tu t'enfarges, je t'embarque dans la reine, t'es vilain, puis tu t'enfarges, je tombe en pleine face, mais essaye pas de te reprendre. Tombe en pleine face, puis tiens-toi le nez, puis puis regarde la caméra, puis joue ton manque, puis joue ton erreur. Quand t'es vilain, tu peux pas te tromper. On disait tout ça, quand t'es vilain, tu peux pas te tromper. Et là, on va parler un peu de la famille. Là, on voit à gauche Raymond, Armand. Armand, c'est le plus jeune, ça. Armand, il y a 1 an de plus vieux que moi, mais c'est le plus jeune de la lutte. Ah, d'accord. Il a commencé après. Armand était garagiste, puis finalement, Raymond, puis moi, un petit peu, mais surtout Raymond, puis moi, on a essayé de le convaincre. Il était dans la lutte, mais c'était pas sa passion. C'était moins un naturel, je pense. Parce que, c'était pas sa passion. C'était pas sa passion. Fait que quand c'est pas ta passion, t'es moins naturel. J'ai un clip qui est hilarant. On l'entendra pas, mais les gens vont l'entendre. C'est que dans la lutte, quand t'es bon, t'es bon. On va vous battre grâce à la foule. Vous allez être derrière nous, puis on va les battre. Ça va être dur, mais on va vous battre. Puis les méchants vont dire « M'a détruit, m'a cassé ». Armand, lui, ce qu'il avait dit, je mets le clip. Ben, en fait, je pense que... Vas-tu l'entendre? En fait, j'ai pas mis de son ben. Armand, ce qu'il dit, c'est que je vais essayer de pas trop le nuire. Je me rappelle de cette entrevue-là. Et là, Raymond, lui, essaie de calibrer en disant « Mon frère Armand, il s'est entraîné comme un cheval cet hiver, il est bien gros engraissé, il s'est bien gros amélioré. » Parce qu'Armand venait de dire « Je suis poche, je vais essayer de pas trop le nuire. » Là, tu dis « Attends, c'est pas de même, ça marche dans la lutte, là. Il faut que tu le vendes, il faut que tu sois bon. » Armand, c'est vainqueur d'or, puis écoute, c'est spécial. Mais comme je te dis, Armand, c'était pas sa passion. Armand, c'était pas le genre de gars qui aimait aller passer 1 heure par jour dans le gym. Tu sais, c'était un gars qui aimait mieux passer 3 heures dans le garage après réparer un moteur. C'est ça. Puis tu sais, mais finalement, tu sais, c'était le fun. On a eu des bonnes années pareilles. Tu sais, il y a beaucoup des Mais Armand, quand il est parti à WWF, c'est lui qui est comme continué un peu. Oui, il a continué un petit peu, mais encore là, tu sais, il essayait de prendre un gros morceau, puis tu sais, suivre Eddie, Johnny, Jacques, Raymond, puis moi-même, suivre les traces de nous autres, c'est pas évident pour Armand, là, tu sais, surtout qu'un gars que c'était pas sa première passion, Puis, fait qu'écoute, non, Armand, moi, je l'ai emmené, avec moi au Tennessee une année. Je l'ai emmené sur la route avec moi. Oui.
Puis Armand, j'ai mis un masque, puis je luttais contre lui au Tennessee. Ça, c'était pour les Fullers. Je l'avais emmené. Oui. Puis je voulais qu'il vive l'expérience. On a essayé de donner la piqûre à Armand beaucoup, mais comme je te dis, il y a des choses aussi là, qui ne viennent pas naturelles. Puis Armand, la lutte, ça venait pas naturel. C'était pas une passion. Il fallait qu'il travaille pour chaque chose qu'il gagnait. Mais par contre, il y a eu un honneur incroyable, Armand, grâce à toi probablement, contre les monstres. Ah oui, les Road Warriors. Les Road Warriors. Est-ce que, si je me trompe, mais le premier combat que tu as eu avec eux autres, il n'y a pas eu de combat? Ça a tapoché, ça ding-ding. Ils ont commencé à vous battre avant la cloche. Tu avais encore ta... Je pense que c'était mon premier combat à Québec, ça, contre eux autres. Puis eux autres, ils avaient un job de me faire bien paraître. Armand, ils l'ont mangé, pauvre Armand. Oui, bien, on voyait qu'ils te respectaient. Mais moi, c'est ça. Moi, ils m'ont donné... Ben, Armand fait une bonne job, pareil. Là, c'est moi. Ah, ça, c'est toi. OK, d'accord, excuse-moi. On voit le saut chassé. Oui, mais tu vas voir que, tu sais, j'avais une belle shape pareil. Eux autres, ils avaient toutes des shapes, c'est stéroïdes. Moi, c'était naturel, là, oublie ça, pas. Moi, je dirais que c'est les premiers monstres de la lutte. Oui, fait que, tu sais, mais là, regarde, tu vois, je tag Armand, puis tu vois qu'Armand, il est beaucoup plus timide. puis tu sais, c'est plus ça va être plus dur pour Armand, là, tu sais. Il va essayer d'y donner un petit quelque chose pareil, peut-être qu'il ne donnera rien non plus, c'est ça. Lui, c'est ça, parce que c'est important dans la lutte de vendre le coup de ton adversaire. Mais il va peut-être faire un petit coup, Armand. Là, eux autres, c'était pas des très bons vendeurs, hein? Non. Les Road Warriors, quand ils décidaient... Puis il arrivait... Non, mais c'était pas juste parce qu'il décidait, c'était Dino Bravo était le boss dans ce temps-là. Oui. Fait que c'est Dino qui disait ça, hey, on va faire des monstres avec vous autres pour que finalement vous venez avec nous autres. Mais prenez soin de Jacques. Fait que prenez soin de Jacques. Tu vas trop maganer Jacques sur le territoire. Parce que Jacques, parce que moi, je tenais à ce que je sois respecté. Il y a une autre légende, on le voit ici, en 84. King Tonga et Richard Charland. Il faut que je vous conte quelque chose à propos de King Tonga. Le gars le plus craint de la lutte professionnelle. Ah oui, le plus tough, le plus dur à cuire. Hein, des batailles de bar, des batailles de rue. Il s'est battu avec 9 policiers à Porto Rico. Ils n'ont pas été capables de l'arrêter. Non, c'est une bête, c'est un monstre. Puis, je vais vous conter quelque chose. J'étais à Chicoutimi contre lui. Là. Okay. Puis à un moment donné, j'étais en équipe avec Raymond. Puis on s'en va. Puis moi, j'ai un spot avec Richard Charland. J'ai une petite passe avec Richard Charland. Puis Raymond, il a une petite passe avec Tonga. Mais ce soir-là, il est arrivé quelque chose. Je ne sais pas trop quoi. Il filait pas bien. Lui, quand les fils ils se touchaient, là, il partait. Fait qu'à un moment donné, il est dans l'arène avec Raymond, puis il fait son spot avec Raymond, puis là, Raymond, il tag, puis lui, Tonga, il reste dans l'arène. Au lieu de tag Charland. Fait que moi, je regarde, puis moi, ma chorégraphie, c'était pas avec lui. Fait que là, j'étais là, je disais, bon, OK. Fait que là, je tournais en rond dans l'arène, puis là, je dis à lui, tag, comme sort de l'arène. Je disais à lui, sort. Lui, ça ne tentait pas de sortir. Fait que là, je suis arrivé, bon, finalement, j'ai pas le choix, fait que j'ai fait un contact avec, il est passé en arrière de moi. Il m'a pitché dans les airs comme j'étais une mouche. Écoute, j'ai jamais été manipulé de même dans toute ma vie par un gars comme King Tonga. Puis là, quand il a fait ça, il m'a comme laissé tomber sa tête. Là, là il est sorti de l'arène. Puis là, ses narines étaient rendues grosses de même comme un babouin. Puis il était là. Il y avait quelque chose qui avait touché Phil. Puis là, moi, là, tu te dis, est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il joue? Non, je savais qu'il jouait pas. Là. Okay. Je savais qu'il y avait de quoi dans son assiette qui marchait pas. Ben, qu'est-ce que je vais faire, moi? J'étais un artiste. Lui, c'était un tueur. Moi, j'étais un artiste. Tu sais. Fait que j'ai fait mes prières en attendant qu'il faisait le tour de l'arène. Puis là, finalement, il est rentré. Puis là, il a tagué Charland. Puis là, j'étais content. My God. Là, mais lundi soir, j'étais allé le voir au Centre Paul Sauvé après la tournée. Oui. J'étais le voir, bon. Puis ça, c'est ça qui m'a aidé, moi, dans ma cause. C'est quand il est arrivé lundi soir pour chercher les payes, puis peut-être lundi soir, pas de sauver. Je suis arrivé, puis ça m'a pris le courage à deux mains, là, m'a dit comme histoire, parce que j'avais très peur de lui. Puis là, je suis arrivé comme ça, je t'engage, j'ai dit, peux-tu te parler une minute? Puis là, il m'a regardé, il dit, chouche. Puis là, il était fin comme une mouche. Il dit, je parlais comme s'il n'y avait jamais rien arrivé la veille à Chicoutimi, rien. Fait que là, je suis arrivé comme ça, j'ai dit, t'engage, j'ai dit, y a-tu quelque chose que j'ai fait, tu sais, qui t'a rendu agressif comme ça dans l'arène, parce que je suis pas bien bien avec toi dans l'arène quand tu fais ça. Puis il dit, non, il dit, je m'excuse. Puis je m'excuse l'autre même, mais il aurait pu faire comme une mouche avec moi. Puis m'écraser, puis me tuer, il était fort de même. Là. En fait, il y a bien des gars qui ont des podcasts à la lutte. Puis ils parlent à bien de lutteurs. Puis ils demandent à tous les lutteurs, tu sais, la lutte, bon, c'est arrangé. C'est qui le legit le plus tough? C'est lui. 9 fois sur 10, ils vont dire King Tonga. Puis il y a un lutteur qui dit, si on était 30 gars dans le vestiaire, puis King Tonga décidait de tous nous tuer, on ne pourrait absolument rien faire. C'est ça. C'était vraiment une bête, un monstre. Et là, maintenant, il y a eu des rivalités. Parce que toi, tu as lutté beaucoup en équipe.
avec ton frère et il y a eu des rivalités, notamment Les Garvin. les Garvin. C'était une grosse Ça, c'était le combat Ça, c'est Losers Leave Town. Mais c'était pas le meilleur. Non? Le meilleur, c'était le massacre de Saint-Valentin. Oui. Le premier au Forum, il n'y a jamais eu de combat. Le premier au Forum, là, avant que la cloche sonne, Precious, la gérante des frères Garvin, est arrivée avec une canne de spray, puis elle m'a aveuglé. Oui. Puis avant qu'on fasse l'introduction, avant que ça commence, moi, j'étais aveuglé, j'étais sorti du combat, puis les deux ont sauté Raymond, puis ils ont passé Raymond, puis là, mon père a embarqué dans l'arène pour venir sauver Raymond, son J'ai vu ce fils. combat-là. Puis là, ils ont pogné mon père, puis ils l'ont mis sur le Boston Crab, comme sur le ventre, avec les jambes retroussées. Puis Ronnie Garvin a monté sur le troisième câble, puis il a donné une descente du genou dans le dos de mon père. Ils ont sorti mon père en civière. Mm-hmm. Puis il n'y a jamais eu de combat. Il y avait 20 000 personnes au forum, il n'y a jamais eu de combat. Ben, On était tellement... Puis là... C'est ça le combat. Ben, c'était bon. Ben oui. Puis là, quand on est revenu, le mois après, pour la vengeance de la Saint-Valentin, c'était le 24 juin. Ça, c'est le combat le plus populaire que le Québec a jamais vu dans les annales de tout le monde que je parle, des anciens dans la lutte internationale. Où ce que moi et Raymond, il n'y a pas eu de combat. Non. Ben, il y a eu un combat, mais ils n'ont jamais rien vu. Du début à la fin, pendant 18 minutes de temps, là. C'est là que tu taguais à tous les 10 secondes, genre, je l'ai tué, ce Hey, combat-là, écoute, c'est on ça? les plantait, on les Ouais. plantait. Puis Ronnie Garvin, c'était tellement tough, un vrai tough aussi, Ronnie Garvin. C'est quoi? Je pense que j'étais là, sur place, à ce combat-là. Ah, ça te écoute, ça a été tellement. Puis il y avait du sang dans ce temps-là. Oh, capotait. Puis le monde était capoté. Puis le monde. Mais c'est écoute, ça a été un moment magique. Puis quand aujourd'hui encore, je rencontre Ronnie Garvin dans les Comic-Con partout. Puis on se donne des gros câlins. Puis tu sais, on se rappelle comment est-ce qu'on a fait vibrer le Québec de Hall jusqu'à Chicoutimi, jusqu'à Québec, jusqu'au Cette Forum équipe-là Montréal. ressemble. C'était un petit peu le miroir de toi et ton frère. Dans le sens que Ronnie, c'était le tough. En plein ça, comme Raymond. Comme Raymond, c'est le tough. Puis là, Puis Jimmy, c'était plus l'artiste. avec sa Precious, tu sais, C'est en plein le ça. valet. C'est en plein ça. Puis dans la vraie vie, c'était comme ça aussi. Jimmy Garvin, c'était pas un tough. Tu sais, c'était un artiste. C'était Ouais. un gars qui avait du charisme, qui était bon, extrêmement bon lutteur. Mais Ronnie aussi, très, très bon lutteur. Vraiment, il y Lui, avait c'était deux, tough. lui, Ronnie. Mais il y avait les deux. Il savait bien lutter. Puis il l'appelait The Hands of Stone. Ce gars-là, Ronnie, avait commencé dans les années 60 à se battre. Là. Il y avait de l'expérience. Ah, non. Puis c'était une des équipes les plus fun qu'on avait à voir. À part, évidemment, Pat Patterson, puis Frenchie Martin, puis Pierre Mad Dog Lefebvre aussi. Oh my God. On a connu des bonnes années là aussi au Québec. Écoute, avec tu t'es eux. battu contre un gars qui a lutté jusqu'à temps qu'il ait plus que 70 ans, Abdullah the Butcher, en 86. Lui, c'était une terreur. Hey, il faut que je te conte quelque chose avec Abdullah. Hey, Joe le Duc, ça c'est le fun. Oui. Puis là, il y avait eu une émeute ce soir-là parce que chacun les chaises vont commencer à voler dans OK. la reine. Parce que Joe le Duc n'avait pas d'affaires là. Puis là, ils se sont mis tous les deux à me massacrer. Oui. Imagine-toi. Puis dans pas longtemps, je sais pas si on va se rendre là, mais les chaises commencent à revoler. ouais, c'est ça. Mais c'était rendu que c'était le monde. J'étais en tabarnak parce que le monde. C'était dangereux pour toi. C'était moins qu'est-ce que je savais. J'avais peur de guerre. Je savais oui. des chaises à la Ben oui, tête ben partout. oui. Le monde voulait m'aider, mais il était après à me tuer. Oh, ça, c'est-tu lui? Adrien Desbois. Non, c'est Adrien Desbois. Ah, c'était-tu le J. Prou? Je pensais que c'était l'arbitre. Ah, peut-être. Je sais que oui, Sonny Warcloud est là-dedans. C'est tous les gars. Il y a Gino Bruto. Il a envoyé tous les gars pour essayer d'arrêter le combat, mais finalement, il lâchait pas. Puis je te revenais, regarde, puis là, écoute. Mais c'est ça qui fait vendre le l'étiquette monde- la semaine d'après. Ben ouais, mais écoute bien, là, tu reçois des chaises, des coins de chaises là, d'en face, puis tout. Là, c'est le monde. Mais j'étais content. On avait fait notre job, évidemment, dans ce Ben, c'est temps-là. sûr que quand tu retournes au vestiaire après un combat de même, tu as eu peur peut-être un peu. La de manger photographe une chaise. Linda Boucher sur le bord de la reine, maudit, elle a fait des revues de lutte pendant, tu sais, les revues de boxe. Oui, télé, ben c'est de- là que moi je lisais ça à toutes les semaines. Ben À oui, tous les Linda mois, je pense. Boucher avec que sa mère, c'était Ouais, super ouais. cool. Ils ont pris tellement des belles photos, eux autres. Mais Creechman, on m'a dit de quoi, c'était tout un os. Laisse-moi te dire de quoi, là, tu soir au centre pas le sauver, mon gros noir, il s'est l'abdo, là. Puis mes bijoux, puis... Creechman, 20 ans plus jeune, il aurait été une superstar Dans le WWE. C'est sûr, Superstar. c'est sûr. Écoute, Jacques, là, faut passer. On a passé, bon, la lutte classique. Là, il faut aller à ton époque WWF après la pause. La soumission rapide de Bel Air Direct, c'est simple. Pour le démontrer, voici le lutteur Jacques Rougeau. Bonjour. Jacques, tu es un expert de la soumission. Soumission par clé de bras. Soumission par la prise du chameau. Mais si tu faisais une soumission rapide avec Bel Air Direct, tu pourrais économiser de la... Ah, c'est bon, vous avez fait un jeu de mots avec soumission. Comme ça? Mais non. Contactez-nous maintenant pour sauver temps et argent. Donc, avec le forfait musclé, vous avez l'Internet 400 et le Wi-Fi qui passe à travers les murs. Ben, on se comprend. Les murs.
L'Internet passe à travers les murs! La première fois, j'ai Le forfait musclé de Vidéotron, champion provincial du WWW. Dans la famille Rougeau, c'est fini la lutte. Quand les enfants viennent à la maison, on se bat plus pour savoir ce qu'on va regarder. Ça fait changement parce qu'avant... On est de révolution! On écoute chef de Avec notre forfait musclé Vidéotron, tout le monde regarde ce qu'il veut. On a du contenu en masse. On a de l'Internet en masse. C'est fini la lutte. Qu'est-ce que tu fais, Jacques? Je m'en vais là. Le forfait musclé de Vidéotron, champion provincial du WWW. Tu comprends? Fait que là, il y a eu un homme d'affaires incroyable. Parce que la lutte avant ça était divisée par territoire. Incroyable, c'est commercial. Là, ça, c'est incroyable. Écoute, j'ai tellement du monde à remercier pour ça. Écoute, juste à cause que je veux pas nommer de nom puis tout, mais Vidéotron, maudit, merci beaucoup. Puis encore Bella Direct. C'est parce qu'ils ont fait revivre la famille Rougeau encore. C'est des grosses compagnies. Ouais, mais n'oublie pas, eux autres, ils font ça parce que vous êtes connus et populaires et des légendes. Oh, peut-être. C'est pour l'argent qu'ils font ça, c'est pas pour faire plaisir. Oui, mais je pense qu'il y en a qui m'aiment là-dedans aussi. Oui. Tu sais, je pense qu'il y en a qui savent que moi, j'étais un gars qui est moins riche, j'étais un gars qui fait tout gratis dans la vie pour tout le monde. Puis, tu sais, fait que je pense qu'ils ont voulu me donner un coup de main aussi. Tu sais, fait que je veux juste prendre le temps de les remercier. C'est tellement important. Et là, on entre dans les années de WWF. Alors, imaginez la lutte, là, en Amérique du Nord, c'est séparé par territoire, qui sont gérés par des organisations. Ils se parlent entre eux autres. Oui. Et là, tu as un gars bien ambitieux, il s'appelle Vince McMahon. Vince McMahon Jr. Et lui, il dit, moi, là, je veux que la lutte revienne comme dans les années 50, mainstream, aussi populaire. Mais pour ce faire, il faut que j'ai une nouvelle approche. Et ici, on a une photo du WrestleMania 3 au Pontiac Silverdome. 93 173, ce chiffre est contesté, mais quand même, la plus grosse assistance... Ben, c'est ça que c'est à peu près. Il y en a qui disent quoi, contesté? 94, 92? Ils disent juste c'est contesté. Ben, moi, je sais qu'il y avait 93 000, mais il y en a qui ont marqué 94. Mais c'était vraiment dans ces chiffres-là. Là. C'était vraiment, écoute, c'était pas inventé, ce chiffre-là. Non. Alors là, tu as WrestleMania en 85 avec... t'avais Cyndi Lauper qui était là, t'avais Mr. T qui était là. Lui s'est dit, moi, là, je vais prendre la lutte, mais je vais prendre du monde qui sont connus, du grand public, je vais les mixer ensemble. WrestleMania 2, c'était Liberace qui était là. C'est Ray Charles qui a chanté l'hymne national. Moi, je suis arrivé à WrestleMania 3, celle-là. Oui. WrestleMania 3, là, ça a été, d'après moi, c'est le plus gros show de lutte de l'histoire de la lutte, point à la ligne. Et ici, on voit ton combat. Un combat de seulement 4 minutes à peu près. Les frères Rougeau contre Greg Valentine et Brutus Beefcake. Dino Bravo. On voit Dino Bravo qui va venir faire de l'interférence. Valentine aussi vient d'une famille de lutte. Donc, c'est un gars qui a fait les territoires comme toi. Il a commencé à peu près en même temps que toi. Très bon travaillant. Greg the Hammer Valentine. Comme son père, Johnny Valentine, travaillait contre mon père. En fait, il ressemblait à C'était la version blonde de Johnny Rougeau. Oui, mais Johnny Valentine, son père, il y a eu des méchants combats avec mon père. Si tu vas dans les annales, tu vas voir ça. Johnny Valentine, il y avait le gros. Mais ça, c'était quelque chose, 93. Moi, je me souviens un soir que je suis arrivé pour attacher mes bottes dans le vestiaire, mon pied s'en allait de même. Écoute, j'étais pas capable de passer mes lacets dans mon. C'était un kart de golf qui nous amenait à l'arène. C'était trop loin, la chambre. En fait, ils l'ont fait pour Andre the Giant qui pouvait pas marcher. Oui, mais nous autres aussi. Oui, c'était long pour nous aussi. Non, c'est juste parce qu'ils le faisaient pour avoir le timing du show aussi. Écoute, le match n'était pas fini dans l'arène, là. Puis on embarquait dans le kart de golf, puis on s'en venait tranquillement, là. Parce que c'était tellement loin, puis là, le combat finissait, puis là, on a... Écoute, c'était un événement absolument qui, comme tu le dis, je pense que c'est le plus bel événement pour moi dans ma carrière en ce qui concerne... C'était une foule record, évidemment, en ce temps-là, pour un événement intérieur. Puis toi, tu arrivais dans le WWF. Nous autres, on arrivait, ça, j'étais en 87. En 87, nous autres, on arrivait en 86. C'est ça. Fait que tu vois, c'est ça. Puis c'était phénoménal. Puis, écoute, ça l'a tué, les territoires. C'était terminé, les territoires. Montréal n'a pas survécu. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est que Vince McMahon, je pensais que tu arrivais là tantôt quand tu disais ça, c'est qu'il y avait tous des petits territoires partout. Ouais. Puis Vince McMahon est arrivé, puis il s'est dit, bon, moi, je sais pas ce qu'il a pris son argent, mais il est arrivé, puis il a dit, bon, ben moi, je vais aller chercher le meilleur de tous les petits territoires, tous les meilleurs travaillants. Puis ils sont venus chercher moi et Raymond au Québec. Puis là, on était les premiers. Après, les Hart. Puis après, il s'est allé chercher partout. Puis automatiquement, ben, le monde qui était tout leur héros qui était de la maison, il s'en allait dans une autre fédération. Fait que tout le monde ne veut pas, il suivait leur héros. Fait que ça enlevait toute l'assistance à toutes les petites... Il n'y a pas juste ça, c'est la production. La production
production était tellement professionnelle. L'éclairage, les caméras, c'était pro. C'est là que j'ai appris. C'est là que j'ai appris. Écoute, c'est là que j'ai appris comment faire un show moi-même. Tu sais, comme là, j'ai mon Lutte Académie, on va en parler plus tard. Mais que j'ai une production là qui est tellement... C'est 400 personnes au Club Soda Montréal, mais j'ai appris à faire la production avec Vince McMahon. Oui. Parce que c'était la première fois que j'arrivais dans un gros édifice, il y avait 20 000 personnes, 15, puis il y avait Mean Gene Okerlund, puis il y avait Jesse The Body Ventura sur le bord de la reine avec Vince McMahon. Puis là, avant que le show commence en ondes, il y avait un animateur qui disait « Écoute bien, là, on s'en va en ondes dans 10 secondes. » Là, il dit « On a besoin que vous criez pendant 45 secondes pendant qu'on fait l'introduction du show pour que ça ait l'air big. » Puis c'est là que j'ai tout vu comment ça marchait. Ça a comme tué un peu le magicien. C'est ça. Mais en même temps, le monde qui ne savait pas, eux autres pensaient que c'était réel. Le monde pensait quand t'arrivais en onde, puis là, c'était « Waouh! » c'est ça. Ils pensaient que c'était... Ils ne pouvaient pas se permettre une entrée tiède. C'est ça, fait que c'était la folie furieuse. Fait qu'il a vraiment su, lui, comment faire ça big. Bien, il a fait ça comme la télé ordinaire, parce que la télé ordinaire, c'est le même qui marche, quand il y a des crowds. Et là, évidemment, il y a des rivalités. Là, vous arrivez, vous êtes dans la grosse ligue. Ça, ici, c'est avec le Hart Foundation, que tu devais connaître très, très bien. Ah, j'ai été 4 ans avec eux autres, je connais bien. Soir après soir, 2 ans, on était des bons. Après ça, eux autres étaient vilains. Puis là, 2 ans après ça, nous autres, on a reviré vilains avec les petits drapeaux américains. Puis eux autres, c'était les bons. Puis on avait volé leur gérant Jimmy Hart. Oui, ça, on va le voir un petit peu plus tard. Grosse rivalité ici, les frères Rougeau contre les British Bulldogs, également que tu as connu à Calgary. Non, je n'étais pas là. Moi, avec mon passage, j'étais avant et après. Ça, c'était un match de 20 minutes qu'on a eu au Madison Square Garden. Là. Puis ça va être un match épique. On a fait 20 minutes contre les Bulldogs, puis il n'y a pas eu de gagnant. OK, parce qu'on s'entend que les deux équipes, c'était de haute voltige. Oui, mais il n'y a pas eu de gagnant. C'était un combat parce que c'était un combat. Regarde, le monde sont debout. Puis ça, c'est un combat des bons contre des bons. On était des bons. Il n'y a pas de méchants là-dedans. Oh my God, OK. C'était des bons contre des bons. Puis si je me rappelle bien. Oui, c'était des bons contre des bons. Mais ça a été... écoute, ça a été tout un combat parce que c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à avoir mes problèmes avec un des deux Bulldogs. La grosse parce que la lutte est arrangée, mais pas dans le vestiaire. Non, monsieur. Alors, je sais que tu as raconté cette anecdote-là 1 million de fois. On ne rentre pas dans tous les détails, mais je vais... Mais mettons qu'il y a eu je vais juste te dire que les Bulldogs étaient reconnus pour faire des jokes plates aux gars, mais c'est parce qu'à un moment donné, avec l'abus qu'il y avait des stéroïdes de boisson et des pilules qu'ils prenaient, c'est que leur joke... C'était un peu comme... Tu vois comment j'expliquerais ça? Tu vois un film... Puis tu vois un scénario, c'est bon. Mais là, si tu veux que ça soit meilleur, mais il faut que tu en mettes un peu plus. Puis il faut que tu en mettes un peu plus. Puis mais ça arrête tout. Puis eux autres, ils n'ont jamais su où arrêter. Fait que leur joke était... leur joke, c'était rendu des pilules dans les verres. C'était couper les culottes du gars pendant qu'il était dans l'arène, mais il faisait moins 10 dehors. Fait que quand tu venais pour époigner l'avion après, tu mettais tes jeans, il te manquait un côté de ta culotte. C'était prendre ton stuff puis ton gear. Puis quand ils sont arrivés à un moment donné, bien, c'est ça. On a fait le match avec eux autres. Justement, le match au Madison Square Garden, où Vince était assis avec nous autres, les 4 dans le vestiaire, puis il avait dit, eux autres, t'es champions du monde. Puis nous autres, t'as juste les Rougeaux du Québec, tu sais. Puis quand on s'est assis dans le vestiaire, Vince, peut-être pour une raison que je connais pas, il a voulu baisser leur ego un peu. Il était rendu très... Fait que là, il est arrivé, il a dit, là, ce soir, on fait 20 minutes, mais il n'y a pas de gagnant. Moi, puis Raymond, on se regardait comme, yes! Ben oui, c'est les champions du monde. Puis ils nous battent pas. Ça nous met à le même niveau qu'eux autres dans ce combat-là. Mais eux autres, c'est le contraire. Eux autres, c'est, voyons donc, ces deux petits crises de Québécois-là. Comment se fait? Comment se fait qu'on bat pas ça? Fait qu'il y avait une haine qui a commencé à se construire là. Puis fait que la chaleur, on appelle ça de la chaleur dans le vestiaire. Puis à partir de là, mais quand à un moment donné, ils s'en prenaient un peu à tout le monde, puis à un moment donné, ils ont décidé de s'en prendre à moi. Puis quand ils ont commencé à décider de s'en prendre à moi, j'ai décidé que j'avais dit à un gars, M. Perfect, j'avais dit, moi, lundi, je m'en vais voir le boss. Moi, je n'ai pas dit lundi, on va planter le dynamite. J'ai dit, moi, je m'en vais voir le boss, puis je vais dire au boss qu'est-ce qui est arrivé. Puis je ne tolérerai pas qu'on joue avec mes effets personnels pendant que j'y ai travaillé. C'est assez dur, ça route 25 jours par mois. Avec les enfants, mais tu t'ennuies, puis tu n'as pas besoin de ces problèmes-là. Là. Puis je m'en vais aller dire au grand boss. Puis lui, Kurt Hennig, M. Perfect, quand je suis parti, il s'est reviré de bord, puis il était voir les Bulldogs, puis il disait, hey, Jacques, il va vous stouler lundi avec les boss. Fait que quand on est revenu le lundi, j'ai pas eu le temps de rien faire. Il rentre dans le vestiaire, puis il m'a sacré une volée. Une volée qui va me souvenir le restant de ma vie. Là. Ça finit à coup de pied d'en face à terre. J'étais gros, j'étais enflé, puis tout. Puis là, j'avais le choix de faire quelque chose
ou de devenir de McFly comme dans Back to the Future, devenir la risée, subir l'intimidation, puis conseiller de la risée à tous les soirs, ou de montrer comme, gars, tu niaises pas avec moi. Puis là, t'as appelé le tough de la famille. J'ai appelé mon père. Puis mon père m'a dit, garde, il dit, écoute, il dit, t'as rien qu'une affaire à faire. Puis tu sais, ça a été une semaine tellement dure, parce que c'était juste une semaine après. Mais pendant une semaine, là, il m'intimidait dans Milwaukee, à Chicago, dans le vestiaire. Il passait à côté de moi avec leur valise, puis il cognait ses murs, il cognait ses bancs. Puis moi, je me baissais la tête, comme, oh, battez-moi plus. Et j'étais enflé, puis j'étais magané avant une méchante volée. On voulait pas une deuxième. Puis là, il avait dit, non, s'il vous plaît. Puis tu sais, j'avais de l'air d'un pissou, puis un check-in, puis un lâche, tu sais. Puis j'étais là, puis je faisais ma petite affaire, puis bien, j'ai jamais lâché. Il y a bien des gars qui allaient lâcher, puis j'ai pas lâché. Puis rendu après 3-4 jours après, c'est là que j'ai décidé que je faisais quelque chose. Je sais pas d'où cette force-là est venue. Peut-être pour sauver l'image de mon père, la famille Rougeau. Je sais pas trop où que c'est venu, mais je me suis décidé, j'ai dit, je vais faire quelque chose. Puis là, c'est là que j'ai appelé mon père, il a dit, bon choix. Puis j'ai dit, père, j'ai dit, demain, je fais mon comeback. Puis j'ai dit, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis la seule affaire que mon père m'a dit, la seule affaire que mon père a dit, il dit, demain, avant d'aller au show, il dit, écoute-moi bien, là. Il dit, va-t'en à la banque. Puis là, je me demandais qu'est-ce que ça m'allait là, va-t'en à la banque. Puis là, il dit, va te chercher un rouleau de 30 sous. Puis il dit, quand tu vas le frapper, là, il dit, frappe pour le tuer. T'as compris? Là, il dit, frappe pour le tuer. Puis c'est ça qui est arrivé. Il a perdu 4 dents? Il a perdu 4 dents, 2 en avant, 2 en bas, les 2 grosses dents en avant, puis il a perdu plus que ça, il a perdu sa vie. Et toi, tu n'as pas perdu ta job? Non. C'est quand même un miracle. Mais c'est parce que je pense que Vince McMahon t'a tanné aussi en quelque part. Ça. Mais j'ai gagné un respect incroyable par le monde, des boys, parce qu'il y en a beaucoup. Je me rappelle tout, Terry Taylor qui est venu me voir après, puis qui m'a dit à moi, il a passé, puis pendant qu'il n'y a pas un des lutteurs qui me parlait. Après que j'avais fait ça, il n'y a aucun lutteur qui me parlait, parce que tout le monde savait la réputation des Bulldogs, puis ils savaient qu'ils étaient pour venir me tuer après. Tu sais que c'était pas pour finir là. Fait qu'il n'y a pas un lutteur dans le vestiaire qui était mon chum, il n'y a personne qui parlait, mais il y a Terry Taylor qui est venu me voir, puis il a passé en hypocrite, puis il m'a donné une tape sur les fesses, puis il m'a dit, John, il dit, je vais juste te dire que tu as fait ce que bien des lutteurs auraient voulu faire. Exact. Et je suis content. Ça c'est ta plus grande victoire dans l'histoire de la lutte? Absolument. Parce qu'il y a tellement des retombées qui est venu après ça. Je suis devenu champion intercontinental, devenu champion en équipe à Kel Wallet. J'ai battu Hulk Hogan à Montréal. Hulk était... Mon Dieu, il est tout en train de faire ma feuille. mais juste te dire que ma vie a changé. Ben oui. Et elle a changé beaucoup plus que ça, André. Ma vie a changé parce que quand j'ai pris ma retraite de la lutte, de la WWF... Laquelle, là? Parce que t'as pris 3. Celle de la WWF, la retraite finale mondiale, si tu veux, que j'ai pris à Montréal. Mais pendant 20 ans de temps, j'ai été donné des conférences dans les écoles à travers la province de Québec. Puis je faisais ça gratuitement. Puis j'allais devant 600-700 personnes, puis je leur montrais comment battre la violence, battre l'intimidation sans servir de la violence. Puis j'ai fait ça, puis ça, là, c'était comme, il y en a qui disaient, il est-tu fin, Jacques, c'était un maudit bon gars. J'étais pas un bon gars pantoute, c'était une thérapie pour moi. Parce que j'avais tellement été magané dans la vie par ça, j'étais magané. Et puis c'est là qu'il faut que le monde comprenne comment ça peut maganer quelqu'un, l'intimidation, ou ce que les suicides viennent, puis toutes choses, des choses comme ça vient. Puis l'important dans mon message était dans les écoles, c'était facile, puis je le comprenais, je l'avais vécu. Ben oui. Je l'avais vécu, fait que j'étais capable de le partager, peut-être pas dans les meilleurs mots du monde, mais en m'exprimant comment est-ce que ça avait été fait. Puis ce qui ont conclu les écoles, puis qui n'arrêtaient pas d'appeler d'autres écoles, c'est que je donnais le message, c'est que dans votre façon à vous autres, le message le plus important là-dedans, c'est parlez-en. Parce que j'ai jamais connu une situation où ce qu'un gars... Je donne un exemple. Moi, je vais en parler que je me fais intimider. Puis là, le gars, le bully, qu'on appelle, qui disait, si t'en parles, je te casse la gueule, je te fais ci, je te fais ça. Puis là, tout le monde, ça se l'enferme. Puis c'est peur, puis ça meurt là. Mais j'ai jamais connu quelqu'un qui a osé se lever, pas physiquement, mais verbalement, aller voir les autorités, aller voir les directeurs d'école, aller voir quelqu'un, puis s'exprimer, puis qu'il y a eu des retombées après. Ça l'arrête. Fait que le plus gros pas dans l'intimidation, c'est de n'en parler. Exact. Et si tu n'en parles, c'est fini, ça va s'éteindre. D'une façon ou d'une autre, ça va s'éteindre, puis tu vas avoir une belle vie après. Exact. Écoute, je vais accélérer un peu. Là, vous êtes devenus des méchants. Moi, je vais pas passer la journée ici. Non, c'est ça. Là, on va aller vite. Les Rockers, c'était bon en maudit. Alors, Shawn Michaels, qui est considéré par Cage Match comme le plus grand lutteur de l'histoire. Ça, c'est leur opinion. Et là, tu es avec Jimmy Hart.
Jimmy Hart, peut-être un des Là, on plus était les grands. fabuleux frères Rougeau. On était Oui. rendu les méchants. The Fabulous. J'avais pris un mégaphone. Là. Oui. Je sais pas si c'est la pause du mégaphone. Oui. Ouais, mais je suis pas sûr que je droppe le mégaphone dans le cou. Oui, non, ça n'a pas d'allure. T'as pas de classe, genre. C'est ça, cette affaire-là. Mais écoute-moi, il faut que je dise, c'était tellement bon, regarde le mégaphone, parce que lui, il avait pris une petite balloune de sang avant. Puis il l'avait mis dans sa bouche. Puis quand je suis arrivé, puis j'ai droppé ça, là, il s'est mis à pitcher du sang de la bouche. Wow. Puis les filles l'aimaient, Shawn Michaels. Ben il était oui, beau. ben il était oui. beau, puis il était vraiment le cœur. Puis là, on le maganait, puis ça a été... écoute, ça a été tellement... Lui, il commençait. J'ai travaillé là, avec eux autres autour de la planète avec les Rockers. Tu sais, si tu me demandes les meilleures équipes avec qui j'ai travaillé dans WWF, là, ou les meilleures personnes avec qui j'ai travaillé, c'était eux autres en premier. Ouais. La Hart Foundation en deuxième, j'ai eu Oui. du fun à mort. Et puis après ça, Big Boss Man en solo, comme de Mountie. Ah, OK. Big Boss Man. J'aurais pas vu ça. non. Ah, Seigneur, Big Boss Man, là, gros gars policier de la. Oui. Tu sais, puis quand je travaillais, j'étais de Mountie, là, ici, Oui. là. Puis j'étais en prison, passé la nuit en prison à New York. Tu sais, le gros combat là, qui était ce pay-per-view, c'était Oui. un des plus gros combats en dessous d'Hulk Hogan, ça. Oui. À la carte. Moi contre Bossman, la police canadienne contre la police américaine. Ah oui. Puis le perdant passait la nuit en prison, la vraie prison de New York. C'était quelque chose, là. oui. Mais Big Boss Man, j'ai fait le tour de la planète avec lui, à travailler soir après soir, 25 soirs par mois, là. On changeait de pays à tous les jours, on changeait de province à tous les jours, puis on se promenait. Puis le gars, 280 livres, il me manipulait là, comme si j'étais dans un lido. Il y avait quoi, 6 pieds 7, le gars, comme ça? Non, il avait 6 pieds 4. Peut-être comme oui? 6 pieds 3, 6 pieds 4 que moi, mais il était un gros gars. Oui, oui. Mais, tu sais, le secret d'un bon lutteur, là, tu sais, quand tu as une bonne base de lutte, là, c'est le meilleur lutteur au monde, c'est celui qui va, comme quand j'étais à mon école. Je montrais aux gars, là, la première affaire que je montrais aux gars, c'est si jamais tu as un gars dans les airs. Parce que l'idée, c'est de donner ton corps au gars qui est en avant de toi. Ouais. Puis si tu manipules le gars du corps, puis mettons, tu ramasses un gars, puis là, hop, tu perds l'équilibre. Ouais. Bien, si tu perds l'équilibre, là, tu t'arranges pas pour te servir du corps pour te remettre droit. Non. Tu t'arranges pour lui le placer droite, puis toi, tu te fais mal. Oui, c'est ça. Parce qu'il t'a donné ton corps. Oui, oui. Tu comprends-tu? Puis Big Boss Man, c'est un gars de même. OK. Il était de la vieille école. Fait qu'il était un smooth. Fait que quand je luttais avec lui soir après soir, moi, c'était pareil avec lui. Je faisais pareil. J'avais été élevé dans ce monde-là. Fait que nous autres, à toutes les fois qu'on sortait des rideaux, quand le combat était fini, on se donnait un gros câlin. Puis le monde était à l'envers, tu sais, dans 20 000 personnes. Mais on savait qu'on aimait ça travailler un avec l'autre. Puis c'était de même avec les Rockers. Marty Jannetty puis Shawn Michaels. Puis Marty Jannetty, il faut que je te parle que ça a été un gars qui n'a pas eu le crédit qu'il devrait avoir. Parce que Shawn Michaels puis Marty Jannetty, c'était la première équipe quand Shawn, comme tu disais, qui arrivait. Oui. Mais ça prend 4 pour danser. C'est exactement. On était à moins Raymond, Shawn Michaels, Marty Jannetty. Fait que Marty Jannetty, il n'est pas reconnu aujourd'hui. Lui non plus, il n'est pas dans le Hall of Fame. Puis tu sais, je vais te dire franchement, c'est un gars qui devrait être là parce que c'est des gars qui ont soulevé des 20 000 personnes par soir. En Europe, au Japon, j'ai lutté avec lui, j'ai lutté en Australie, j'ai lutté partout contre ces gars-là. Puis 20 000 personnes à la fin du combat, là, c'était l'euphorie. Là. Mais en équipe, des fois, quand l'équipe a split, ça arrive des fois que les... C'est sûr qu'il y en a un qui va être, qui va être plus populaire que d'autres, il va avoir plus de push, mais il faut que tu te rappelles d'où que tu viens. Exact. Puis il y a des gars comme Barry Horowitz, le gars qui luttait et qui se tapait tout le temps dans le dos. Barry O. Il y a des gars comme Steve Lombardi, le Brooklyn Brawler. Oui. Il s'est fait battre par tout le monde, mais il a été 10 ans dans WWF. Lui, c'était pas le fils de Killer Kowalski? Pas sûr. Pas sûr. Mais il ressemble, c'est drôle que tu dis ça. Pas certain de ça, mais en tout cas. Mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que je dis toujours dans toutes mes entrevues partout, puis toute la chance que j'ai de dire ça, c'est tellement important. Tu peux pas avoir un héros dans un film si tu n'as pas un vilain extraordinaire. Exact. Tu peux pas créer Batman sans avoir le Joker. Puis nous autres, puis tous les gars qui sont servis de Lombardi, Steve Lombardi, puis Barry Horowitz, puis tous ces gars-là pour nous construire, les Hearts qui nous ont servis de nous autres. On appelle les jobbers. Des jobbers. Si tu n'as pas ces bons gars-là, ça prend deux pour danser. Tu ne sauras jamais où tu t'es rendu. Puis si je prends encore un autre exemple, je prends que si, mettons, la Hart Foundation aurait rentré, puis elle serait fait planter tout le temps par Barry Horowitz puis Steve Lombardi, qui avaient du charisme, eux autres aussi. Oh, oui, ben oui. C'est juste qu'eux autres, il n'y avait pas le crayon dans le bon bord. C'est ça. Autrement dit, il y avait plus l'efface que la mine du crayon qui aidait à monter dans le business. Eux autres, ils servaient comme tu disais, là, pour des faveurs. En fait, il faut qu'ils vendent ce que toi tu fais. Mais si Vince McMahon avait pris le crayon puis il avait poussé Steve Lombardi puis il avait poussé Barry Horowitz aussi loin qu'il pouvait,
Mais puis les Hurts, ça fait planter soir après soir, mais c'est eux autres qui seraient dans le Hall of Fame. Ben, en fait, ils ont donné un petit push à Lombardi, qui est devenu le Brooklyn Brawler. Oui, ils en ont donné un petit peu, mais il était divertissant. Ouais. Quand il embarquait dans l'arène, le Brooklyn Brawler, là, il n'y a jamais, j'ai eu un mauvais match avec lui, moi. Puis quand il me valorisait, là, avec Raymond, une équipe, lui puis un autre, là, Jim Powers, puis tu sais, les gars comme ça, là. Mais les gars, ils nous faisaient bien paraître, mais on pouvait pas être bon, puis eux autres sont pas bons, puis le match était bon. Ben non. Si le match était bon, c'est parce que ça prenait 4. Ça prend les deux bords. Fait que, tu sais... Ici, j'ai Bushwhacker, qui était avant les Sheepherders. Ça, c'était pas facile, là, qu'eux autres. Non, mais eux autres, c'est que, écoute, c'était des toughs. Yeah! Wow! Ça, c'était des toughs avant. Ça, c'était leur meilleur move. Là, c'est devenu des clowns. Et là, on voyait que dans WWF, ils tentaient d'aller chercher les jeunes aussi, les petits, je dirais, de 12 ans et moins. Et là, ils ont embarqué de la comédie là-dedans. Écoute, ces autres, ça a été... À toute fois à la fin, on s'est comme habitué un peu de se faire licher. Parce que, tu sais, de jouer la comédie. Ouais. Mais c'était le cauchemar de tous les lutteurs de travailler avec eux autres. Ben, c'est clair. Parce qu'il était... Le mot, c'est unorthodoxe. Ah, OK. Unorthodoxe. Ils sont awkward, qu'on appelle en anglais. Et tu sais pas s'ils s'en vont à gauche, tu sais pas s'ils s'en vont à droite, tu sais... Mais c'est des anciens lutteurs classiques, ces gars-là, avant qu'ils jouent ce rôle-là. Mais quand ils sont arrivés là-bas dans WWE, ils n'étaient plus des lutteurs classiques. Ils étaient, comme tu disais, des cartoons. Mais c'est pas Vince McMahon qui, à un moment donné, il a dit, OK, la lutte, elle descendait, il faut que je la garde haute, fait que là, il faut que je trouve toutes sortes d'affaires. On parle de... Disons qu'on n'aurait pas eu le même combat avec les Rockers qu'on aurait eu avec les Bushwhackers. Tu sais, tu peux pas avoir un combat avec les Bushwhackers, exemple, où ce que le monde, ils ont pitié de tout, puis t'as de la chaleur, puis tu fais le gros comeback non, à la c'est fin. impossible. Tu peux pas. Non. Tu rentres, tu donnes un show de cartoon, puis tu sors. C'est pour les C'est pour les enfants. Les enfants aimaient ça parce qu'ils se faisaient licher, puis ils puaient en dessous des bras, puis ils prenaient en face. Non, mais c'était leur gimmick. Oui, c'est ça. Il était très propre. Okay, mais il faisait comme si, tu sais, il prenait la tête, puis il te mettait la tête là, puis tout arrivait comme, oh, sac. C'est tout dans la mimique, hein, évidemment, quand t'arrives dans l'arène. Et là, il y a eu l'époque où la WWF, fallait que tu aies un métier. C'est-à-dire que tu avais le lutteur qui était un joueur de hockey, le lutteur qui était un éboueur, le lutteur qui était un gardien de prison, et toi, tu étais de Mountie. Oui, GRC. Donald Trump, mon chum. Absolument. Alors ça, c'était WrestleMania 5, je crois, que Donald Trump, c'était dans le Trump Plaza. Ça, c'est pas à WrestleMania 5. Les Bushwhackers, c'était à WrestleMania 5. Parce que tu as fait 2 WrestleMania quand même. J'ai fait 6 WrestleMania. Est-ce que quelqu'un qui peut enlever cette fenêtre-là? J'ai fait 6 WrestleMania. 6? 6 WrestleMania. Oh my God, OK. Fait qu'il va falloir que tu refasses. Il va falloir que je refasse. Oui, j'en ai fait 6. Puis ça a été. Oui. Puis un avec Tito Santana, l'autre avec. Écoute, j'en ai fait 6. Je peux pas. T'as eu toute une run là, dans cette compagnie-là. Cette compagnie-là, j'ai été là comme 11 ans. Wow! 11 ans. C'est une méchante run. Oui, c'était une méchante run, comme on dit. On voit ici même les figurines. Écoute, j'arrive d'un Comic-Con en fin de semaine passée à Philadelphie, puis c'est tellement drôle. Ça fait 30 ans que j'ai pas lutté là, 35 ans, puis ma ligne, j'ai été là pendant 5 heures de temps. OK. 5 heures de temps, puis écoute, c'est pas des farces. Là. Le monde s'arrêtait pas de venir, puis amener des photos, puis le monde, il se rappelle. Ils disent, le monde, je sais pas si c'est parce que c'est moins, je sais pas si c'est de même que ça se passe avec tout le monde, mais ils disent que l'ère des années 80, là, c'était les meilleures années de la lutte. Ils disent ça aujourd'hui. Je sais pas si c'est juste à moi qui disent ça. Ça a été une époque la plus incroyable avec les années 50. Ouais. Mais les années 80, c'est que Vince McMahon, il a pris la lutte puis il l'a mis mainstream. Il l'a remis mainstream. Et donc, il a fait des bons choix. Il y avait les histoires aussi. Il y avait les histoires dans ce temps-là. Les personnages n'arrivaient pas comme aujourd'hui. J'ai entendu dire, puis j'ai pas écouté la lutte, ça fait 30 ans, mais j'ai entendu dire que les personnages... Aujourd'hui, j'ai rencontré Bret Hart, on était à Londres, à peu près l'année passée. J'étais à Londres avec Bret, puis avec Shawn Michaels. On allait pour signer les autographes. Puis Bret, il me disait, Jacques, ils m'ont rappelé pour aller faire une émission, mais c'est tellement plus comme dans notre temps. Ben là, il te donne une feuille, puis il faut que tu apprennes tout mot par mot les feuilles qu'il te dit. C'est plus ton caractère, c'est plus... Moi, je faisais des entrevues avec Mean Gene Okerlund, mettons, là, je disais, let me tell you something, Mean Gene, puis là, je pesais sur le pied, mettons, puis là, je disais, hey, move your feet, Mean Gene. Là, je disais, tasse tes pieds, t'es dans mes jambes. Pas que t'allais dire ça. Puis, ben non, fait que c'était improvisé. Oui. Nos entrevues étaient improvisées, mais quand tu parles du cœur puis de la tête, ça sort. Quand tu essaies de... C'est comme moi, là, je vais expliquer quelque chose. À un moment donné, comment est-ce qu'il s'appelle? Dan Bigra. Il m'a appelé pour faire la télésérie de mon oncle Jean, René Lévesque. Puis ils ont tellement été déçus de moi. Parce que, oui, ils ont tellement été déçus parce qu'ils se sont aperçus, puis moi, je me suis aperçu que je suis un acteur incroyable
pour Jacques Rougeau. Mais je ne suis pas un bon acteur. Je ne suis pas capable, si tu me donnes une feuille, de jouer le rôle d'un autre. Je suis pas capable. Moi, je suis moi. C'est ça. Puis si je joue le rôle, c'est là que j'ai pris du respect pour les acteurs en tabarnouche dans ma vie, parce que les autres, ils jouent d'autres rôles, d'autres personnes, puis tu crois vraiment que c'est ces autres personnes-là. Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, je suis juste capable d'être Jacques Rougeau. Ah, t'es capable également d'être un Monty? Oui, mais Monty, il y a bien du Jacques Rougeau là-dedans aussi. Tu vois, un gars qui est arrogant, puis un gars qui est autoritaire, puis un gars qui est baveux. Alors, il y a beaucoup de moi là-dedans. Vince McMahon, lui, quand il y a un méchant qui arrive, un nouveau personnage, il faut que le monde l'haïsse dès qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il fait des vignettes. On a vu ça avec Mr. Perfect, on a vu ça avec Million Dollar Man. Et là, on va regarder la tienne. Une vignette, j'espère que c'est pas celle-là que tu montres avec le cheval. Ah oui, c'est drôle au bout. God, c'est un classique. Ils ont montré ça pendant 5 semaines de temps avant que je rentre dans tous les territoires. C'est tellement bon, cette vignette-là, mon ado. On regarde Jacques Rougeau qui intimide des passants. Officer, I'm lost. Ah oui, ça, c'est un Américain qui est perdu. Qui veut s'en retourner aux États-Unis, puis est perdu. Puis là, il me demande, il dit, bon, monsieur l'officier, je ne suis pas un officier, je suis une police montée. Puis je commence avec mon arrogance, mais là, tu sais bien ce que je fais avec le cheval. Si, c'est celle-là que je pense. Là. Je débarque en bas du cheval, puis là, j'y monte, puis là, j'ai dit que c'est bien facile. Pour retrouver le Canada, tu prends toujours ce bout-là. Puis si tu veux retrouver ton chemin chez vous aux États-Unis, regarde ce bout-là, mon cheval. C'est là. C'est par là, les États-Unis. Le monde était à 100 tabarnak après moi quand je suis arrivé aux États-Unis. Ils n'ont pas le sens du mot, André. Ils sont très patriotiques. Puis je vais te dire de quoi, j'ai été haï en maudit. C'est un autre vignette de ce que je dis de ramasser d'arrêter de donner à manger aux oiseaux, parce que la marde, il chie partout. Fait que là, il dit, ouais, ramasse ta marde d'oiseau. C'était vraiment un personnage arrogant. Écoute, au point que la GRC m'ont banni de la télévision. Ça va pas ça? Ben, je sais qu'il y avait un beef. Non, pas un beef. Ils ont pris une injonction contre la WWE. C'est pour ça que ma run de Mountie a été si populaire, champion intercontinental, puis tout de suite après, ils ont tout droppé. Parce que quand ils faisaient les tapings de télévision aux États-Unis, quand on tapait pour les émissions 2 jours de temps pour tout le mois, mais c'était juste ces places-là qu'on tapait pour la planète au complet. Puis quand que la GRC ont pris une injonction contre le Mountie, mon personnage, parce que je leur donnais une mauvaise réputation, une mauvaise image, bien, c'était un couteau à double tranchant. C'était un vrai flow pour moi, parce que je faisais ma job comme il faut, mais d'un autre côté, je ne pouvais plus lutter à la TV. Parce que là, il faisait les tapings de partout dans le monde. Fait que là, Vince a commencé à me coûter, me faire lutter. J'étais plus de Mountie, j'avais plus les culottes, puis mon personnage est mort pas longtemps après. Vous êtes devenus les Québécois, avec Pierre-Carl Ouellet. Oui, puis ça, c'était un autre bel run. Écoute, 3 fois champion du monde, là. Écoute, pendant un an de temps. Parle-nous un peu de Pierre-Carl Ouellet. Il travaille encore. Là, il est rendu Frankenstein. C'est une machine, ce gars-là, hein? Ah, écoute, c'était un gars qui ne connaît pas la douleur. Et j'ai fait une émission avec Christiane Charette. À un moment donné, j'avais installé une arène dans Radio-Canada. Puis il m'a dit, pitch-moi par-dessus les câbles sur le ciment en bas. Puis ça, c'est quand on avait gagné le championnat du monde, je pense. Les Steiner, c'était des tough sides. Hey, je les ai vus en fin de semaine à Philadelphie. C'était tellement drôle. Ah oui, puis là, c'était un autre affaire qui était tellement drôle. C'est que, regarde, on a le chandail du Canadien. Puis je me souviens, il y avait un journaliste. Puis là, je me souviens plus de son nom. J'avais dit le mauvais nom la dernière fois, puis le journaliste m'avait appelé. Genre, j'ai jamais dit ça, mais je me rappelle plus le nom du journaliste. Je vois la face, ses cheveux, en tout cas. Puis il avait écrit qu'on était un œil bleu, blanc, rouge pour le Canadien, parce qu'on avait le chandail du Canadien. Mais le Canadien était vraiment hot dans ce temps-là. Là. Puis mais on avait gagné le championnat du monde, mais mon gérant avait là, c'est parce qu'on avait pris... c'est ça, il n'y avait pas le doigt. C'était un combat où tu pouvais pas être disqualifié. Ouais. Mais les ceintures changeaient avec une disqualification. Ah, OK, c'est ça. Puis c'est vrai que ces gars-là, ils étaient pas faciles à lutter. On est devenus champions du monde. Ils frappaient dur, ces gars-là, semble-t-il. Moi, j'ai pas eu de trouble avec eux autres. J'ai eu des très bons combats avec les Steiners. Non, moi, j'ai pas eu de trouble avec eux autres. C'était des gars que, non, Scott Steiner, c'était doux comme tout. Puis Rick Steiner, c'était un gars qui était... C'est solide, mais c'était un gars que j'étais avec, j'ai ri avec en fin de semaine. On signait l'autographe, justement, à Philadelphie. On reparlait de nos matchs dans le temps, tu sais. Puis non, c'était des gars qui étaient faciles à travailler avec. Vous étiez très populaire tellement que vous avez fait une toune disco. Ben oui, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Écoute, ça, là, c'est le parachute. Là. Ouvre ton parachute. Puis, écoute, c'est un gars de Tom Lapointe. Je sais pas si tu connais Tom Lapointe. Tom Lapointe, dans le temps, qui était à Montréal. Il est rentré en Europe à cette heure, je pense. Il avait animé une ligue ouverte de sport.
Puis écoute, ils avaient fait produire ce petit vidéoclip-là, puis c'était tellement le fun. C'est dommage qu'on n'avait pas le Marc Blondin, c'est dommage qu'on n'avait pas le monde derrière nous pour pousser cette tune-là, parce que c'était une tune qui aurait été bon pour la WWE, mettons, qui était catchy. Oui. Tu sais, c'était pas une tune pour faire le palmarès, c'était la meilleure chanson du monde, mais c'était tellement drôle qu'on avait mis un Mais match. tu vois qu'il y a une grosse production là-dedans, pareil. Oui, puis écoute, on avait les danseuses là-dedans, puis Richard Charland, puis on fait des passes de lutte avec les danseuses là-dedans, tu vois, c'était assez le fun, check bien ça, là. Mais ça, c'est pas une danseuse de terre, là, bouffe pas une seconde. Mais lui, il était bon aussi, c'était fin, ce gars-là, il chantait, là. Puis, mais check bien, je sais pas si on voit les passes de lutte avec les filles, là, c'était très drôle. Un moment donné, je fais une pirouette par en arrière avec Nelson Veilleux, un gars que j'ai travaillé avec, un gars local, et c'est bien le fun, un gars du Québec. Mais on a eu des bons temps, moi, puis quand on regarde son là, les dangers, je sais pas si on va voir, à un moment donné, qui roule sur mon dos, on fait une pause de lutte, puis... Mais c'était le fun. J'ai beaucoup apprécié cette chanson-là, parce que ça m'a donné une idée, qu'est-ce que c'est faire un vidéoclip pour un chanteur. C'est ça, exact. Tu sais, la production est assez belle, puis assez grosse, je me disais, waouh, c'est le fun de faire ça, un vidéoclip, tu sais, c'est vraiment cool. C'est très pro, puis évidemment qu'un vidéoclip de 3 minutes, ben c'est une couple de jours de tournage, d'habitude. Ah oui, écoute, ça a été un long tournage, mais tout le monde était sympathique là-dedans, c'était le fun, en tout cas, écoute, on a eu des hauts et des bas dans notre carrière, puis, tu sais, la vie des artistes, la vie des lutteurs, puis c'est ça que je dis souvent, tu sais, c'est que when you're hot, when you're not, you're not. C'est ça. Tu sais, c'est comme ça, t'as des épogées, puis à un moment donné, t'as des temps durs, puis c'est pour ça que t'arrives souvent, parce qu'il y en a qui dérapent quand t'es dans le monde. Moi, je suis content parce que j'ai toujours su me faire ça un petit peu, tu sais. Je montais quand j'étais hot, puis là, j'étais moins hot, mais j'étais encore vu, tu sais, puis là, j'étais hot, puis là, moins... Mais il y en a que, tu sais, c'est des grosses shots, puis après ça, ils disparaissent pendant longtemps. C'est dur pour un moral, parce que il faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup de sortes de drogues dans la vie. Et la popularité, c'en est une. Écoute, des gars comme Honky Tonk Man, je pense qu'ils luttent encore à ce jour. T'as des gars comme Lanny Poffo. Bushwhacker, là, il est mort, Lanny vient de mourir. Il est mort, mais il a lutté... Oui, mais il est mort, ça fait à peu près juste un mois de ça. Il était fin, ce gars-là. Ah, un adorable. Fin, Lanny Poffo. Mais oui, j'ai vu le Bushwhacker Luke l'année passée dans un show que j'étais allé dans un Comic-Con, c'est Instagraphe. Il lutte encore. Les Nasty Boys sont encore dans la scène. Ah oui, mais... Ils ne veulent pas lâcher, hein? Oui, mais c'est ça. C'est une drogue qui est dure. Mais ce qui est dur aussi, c'est d'être reconnu comme t'es quelqu'un. T'es arrêté sur le bord. Hey! Ouais. Hey, je te connais, toi, puis hey, puis tu autographes, puis à un moment donné, du jour au lendemain, tu passes à côté de quelqu'un, puis ils te reconnaissent plus. C'est dur pour l'ego, là, tu sais. Moi, j'ai été chanceux dans la vie. Je te dis, je fais mes prières, je me compte chanceux parce que je me suis toujours... Il y a toujours quelqu'un qui est venu m'aider au Québec, tu sais, pour me garder visible, tu sais, comme je te parlais tout à l'heure. Fait que moi, je suis toujours assez connu pareil. Quand je vais des places, puis c'est un velours pour moi. Puis il y en a beaucoup des gens qui viennent à moi, puis quand ils m'approchent, ils me disent à moi, puis ils me disent Monsieur Rougeau, je veux pas vous déranger. Arrête, tu veux pas me déranger. Ils savent pas que la journée qu'ils vont arrêter de me déranger, c'est là que ça va me déranger. Moi, j'ai déjà insulté Joe Leduc sans le vouloir. Il était dans un Walmart. Il faisait la promotion d'une affaire de charité. Oui. Puis j'ai dit, Monsieur Leduc, hey, je suis tellement un fan de vous, là. J'ai vu un combat, vous étiez en fin de carrière. Puis là, je parlais de ça il y a 10-12 ans. Puis il dit, je lutte en Georgie la semaine prochaine. J'ai dit, oh boy, OK! Lui aussi, il a lutté tard pas mal. Joe, là, c'est un gars qui est tellement adorable. Il m'a tellement aidé dans le business. Quand je suis arrivé à Pensacola, là, pour la première fois pour les Fuller, là, il luttait là. Puis c'est tellement drôle. Je suis arrivé à l'aéroport, j'avais aucune idée qu'il était là. Puis j'étais jeune dans ce temps-là, j'avais 19 ans. Puis j'oublierai jamais, je suis arrivé prendre ma valise à l'aéroport, puis Joe Leduc était là. Puis quand je suis arrivé, j'ai dit « Joe! » Parce qu'il est reconnaissable avec ses cicatrices, on s'entend, là, il a l'air d'un chemin de fer. Ouais. Puis là, je l'ai reconnu, j'ai dit « Joe! » J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Ben, je m'en viens te ramasser. Là, il m'a emmené chez eux, puis il y avait 2 lits. Il y avait 2 lits dans sa chambre. Puis il dit, jusqu'à temps que tu fasses tes premiers payes, il dit, mon frigidaire est là, mon lit est là. Hein? Moi, j'oublierai pas ça, des gars de manque dans ma vie. Là. Wow! Incroyable. Ici, ta première retraite en 94, j'étais là, sur place, au forum. Phénoménal. Contre Carl Ouellet. Phénoménal. Un des combats les plus mémorables que j'ai eu. Écoute. Là, tu luttes contre un gars qui te connaît bien, en plus. Oui, puis écoute, c'était quelque chose. Ça, c'était un move là, que Carl il voulait que je fasse. Je ne connaissais même pas ce move-là. Puis là, j'ai dit, je serais jamais capable de te relever, esprit. Je serais jamais capable de te lever. Puis finalement, je l'ai fait, le renversé. Je sais pas comment ce qu'on a fait. Puis il s'est donné un swing. Ça a été quelque chose. Puis écoute, le monde était en délire. Là. Mon père était sur le bord de la reine. Puis
C'était mémorable. Mais tu sais, des fois, tu prends des retraites pour les mauvaises raisons. Oui, c'est ça. Parce que t'étais pas vieux à ce moment-là. Tu prends des retraites des fois parce que t'es en maudit après le boss. Parce que ça donne plus. Puis là, t'es découragé, puis t'es démoralisé, puis tu vois noir. Tu vois pas qu'après la grosse ligue, puis tout, après ça, c'est comme c'est fini, on va faire d'autres choses. Puis tu prends une retraite, tu prends une décision qui est vraiment fondée avec ton âme, ton cœur. Puis là, à un moment donné, tu fais du temps, puis tu pars un gym à Rawdon, puis tu changes ta vie, puis là, à un moment donné, ça te manque. Ça commence à te manquer. Puis là, à un moment donné, tu t'aperçois, tu dis, hey, j'ai peut-être pas plus une opportunité se présente. Comme exemple, celle-là ici. Hulk Hogan, un gars que tu aimes beaucoup. Et après ta retraite, on regarde un combat en 97. Ça, c'est mémorable. Là, pour monter. Là, j'ai pété une dent. Pour vrai? J'ai cassé une dent pour le vrai. Chaque fois que je le rencontre, on dit « You broke my tooth! » Mais on a eu un combat, puis oui, il m'a laissé gagner à Montréal. Le seul Canadien à avoir pu un clean pinfall. Mais lui, il fallait qu'il t'aime pas à peu près. Là. Écoute, il est dans le pic de sa carrière NWO. Il était avec des autres, puis Razor Ramon, puis il m'a laissé gagner. C'est tellement drôle parce que quand j'avais parti ce combat-là, j'étais hué tellement. J'étais tellement hué quand c'est arrivé chez nous. Tu vois d'ailleurs dans le vestiaire, tu te dis, il y a 80 des gens qui étaient là pour Hogan, j'aurais aimé ça qu'ils soient là pour moi. Ben oui, mais c'est pas grave. Après, je les ai gagnés pareil. J'étais allé les chercher pendant le combat, j'ai travaillé fort. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça. Non. Puis j'ai eu beaucoup de chaleur avec beaucoup des lutteurs à cause de ça. Ah oui? Parce que, oui, il y en a beaucoup comme Bret Hart, puis des gars de même, puis des gars qui voulaient le battre, puis Hulk, ils étaient non. Pourquoi Jacques Rougeau, oui, puis les autres non? Ben écoute, il y a deux raisons pour ça, d'après moi. Je peux pas vraiment justifier ma réponse, mais je vais avec mes connaissances, mes feelings. La famille Rougeau. Il y avait un gros respect pour mon frère Raymond puis moi parce qu'on ouvrait tous ces shows partout dans le monde entier. Puis on donnait tellement des bons combats puis qu'on montait tellement à foule réchauffée que quand lui il sortait, là, c'est ça. La foule était là. Puis tu sais, une belle soirée de lutte, ça commence toujours par un méchant bon combat. Puis si tu commences la foule là, où ce que le monde dit il ne crée pas au combat, ou ça paraît mal. Faut pas que tu mettes ton pas bon combat au début, ça que tu dis. Non, parce qu'il faut que tu passes ça pour mettre le monde comme « Wow, ça va être là ta soirée! » Puis Hulk avait un gros respect pour ça. Puis l'autre affaire que je pense qui a beaucoup influencé, c'est quand j'ai pris ma vengeance contre le British Bulldog. Puis je me suis tenu. Il n'y a personne qui l'a fait avant. Puis les Bulldogs ont fait un règne de terreur pendant 3 ans dans le vestiaire. 3 ans de temps. Fait que tout le monde avait peur, puis tout le monde voulait faire ce que j'ai réussi à acheter le courage d'aller faire. Puis je pense que Hulk, pour lui, là, à partir de la journée-là, il m'a toujours regardé et m'a dit... Si lui est capable de faire ça au Bulldog, il est capable de faire ça à moi. Non, mais il doit avoir dit, j'ai du respect pour ce gars-là. S'il n'a pas peur du Bulldog, parce que tout le monde avait peur. Dans sa tête, mais je n'avais peur. Mais je n'avais peur. C'est ça qui est l'idée. C'est ça qui est tellement drôle dans la vie, c'est que j'avais tellement peur. C'est ça le courage. Le courage, c'est de se battre contre quelqu'un de plus fort que toi. En tout cas, mais je pense qu'il a gagné un respect pour moi. Non seulement ça, mais ce gars-là, il a fait une vidéo. Il a lancé un message à la WWE pour que toi et ton frère soient intronisés. Incroyable. Hein? Je vous fais écouter le vidéo. Il a fait ça à peu près un mois passé. You know, Maniacs, I was watching the WWE the other night, and I was real curious who the first inductee to the 2023 Hall of Fame was. Oh my gosh, it's Rey Mysterio. No one is more deserving. A champion, a great man, a great father, and a great husband. He deserves to be in the Hall of Fame. For years and years and years, he's carried the torch. But then I thought, who could be next? Who could be just as deserving? And then my first thought was one of the greatest tag teams of all times. The Rougeau brothers, Jacques Rougeau, brother, and his brother Raymond Rougeau. Those two guys need to be in the Hall of Fame. I'm voting for them. Hopefully they'll be the next inductees in the Hall of Fame, man. Man, I just think it might happen. I got a really good feeling about that one, brother. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Wow! C'est incroyable. Puis je vais te dire pourquoi c'est incroyable. Parce que pour moi, ça va toujours demeurer le lutteur le plus iconique que j'ai jamais eu dans la lutte. C'est un icône des années 80, comme Michael Jackson, comme Mike Tyson, puis, comme Madonna. Puis tous les nouveaux iconiques qui sont venus, comme The Rock, puis John Cena, puis tout ça, mais c'est parti de là. Exact. Ce gars-là. Puis écoute, il n'y a pas un podcast américain depuis un mois, il n'y a pas un réseau de lutte, il n'y a pas une plateforme sociale, réseaux sociaux à travers la planète qui n'ont pas passé cette vidéo-là. Fait que Vince McMahon, s'il ne fait pas quelque chose, mettre les frères Rougeau dans le Hall of Fame, parce que je vais te dire, mais franchement,
Écoute, même moi, je fais mes propres pétitions quand je fais des podcasts. Oui. Genre, il faut qu'on y aille pour la famille Rougeau. Puis comme je dis à Vince, écoute, là, on a eu nos différences. C'est correct, je sais que c'était profond, puis je sais que j'ai... Il a intronisé des gens, qui a eu des gros conflits. Mais je vais dire, il faut que le nom Rougeau, comme la famille Hart, comme la famille Von Erich, comme les Grahams, comme toutes les grosses familles de la lutte, il faut qu'ils soient là. C'est de là que c'est parti, la lutte. Puis c'est pas comme si on était des riens non plus. Non. On a diverti des foules au Québec, partout, mais on a diverti des foules à travers de la planète pour lui. Moi, pendant 10 ans de temps, j'ai diverti des foules, des 20 000 personnes, des pay-per-view à la carte, puis j'ai... Dans ses meilleures années. Puis dans ses meilleures années, puis quand je sortais de là, c'était « great job, genre, great job, genre ». Vince, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu mettes... Si tu veux pas me mettre moi, même mon père, même mon oncle Jean, mets la famille Rougeau dans le Hall of Fame. Ça va arriver. T'es encore jeune. Madoc Vachon, il avait 80 ans quand ils l'ont intronisé. Ah oui? J'espère que je vais être là. Je vais être là. Avant 80 ans. Je vais être là. Et là, il y a une relève. Il y a une relève à Jacques Rougeau. On voit tes gars qui sont... Ah non, c'est fini la relève. Je t'arrête dessus. Ah non! C'est fini la relève. Check-moi le body après ça. Non, je t'ai fini, mon gars. Cédric, mes 3 gars ont lutté pendant 20 ans de temps. Puis quand c'est arrivé, j'ai emmené un de mes gars pour un try-out pour Vince McMahon il y a à peu près de ça, peut-être 7-8 ans. Puis la haine entre moi et Vince est encore là. Puis tu vois, regarde, mon gars avait 6 pieds 7. Il est encore 6 pieds 7, 325 livres en top shape, puis des savates, puis des 450 du troisième quart. Ça se peut pas que ce gars-là... Puis ils ont une école de lutte en plus. Fait que s'il aurait voulu... Fait que c'est vraiment la haine qu'il y avait contre moi et la famille. Fait que mes gars, ils ont lâché. Il y a des autres fédérations qui montent, comme le NWA. Oui, mais mes gars, ils ont décroché. Tu sais, mes gars, je suis tellement fier de mes 3 gars. Là, ils ont tous des jobs normaux, puis ils ont tous des jobs qu'ils aiment. Ils font toute leur passion, une autre passion dans leur vie. Je suis tellement fier d'eux autres. Ils n'ont pas à se casser la tête de licher le derrière les promoteurs ou de s'inquiéter pour une job demain matin. Moi, je suis un père qui est fier. Puis là, il faut que je te dise vite, entre parenthèses, je suis devenu grand-papa il y a 7 mois. Oui, bien, félicitations. Écoute, j'étais passé hier, je suis revenu de la Floride, là, et puis ça faisait 5 mois, j'étais parti, puis là, il est rendu à 7 mois. Puis écoute, j'avais du fun hier, je le pitchais dans les airs. Puis là, mon gars, Émile, c'est le père, là, mon fils Émile, il était là, comme, il regardait quand le pitchais. Je n'inquiète pas, je faisais pareil avec toi. Je faisais pareil avec toi. Puis, mais j'avais du fun au bout. Puis là, il est là, puis il est vaillant. Puis si tu vas sur mon Facebook, parce que tu sais que mon Facebook, il est public. Fait que si tu vas, je mets des vidéos tout le temps. Va voir la vidéo avec mon fils, mon Montana, qui s'appelle Montana Rougeau. Mon Dieu, un beau écoute, je suis tellement fier. Mais Jacques Rougeau, il y a quand même une relève, parce que tu as eu une école de lutte. Tu as des gars qui sont devenus pas mal populaires. Ah oui, écoute. Regarde ici. Ça, c'est mon vidéo de... Kevin Steen. Kevin Owen, qui est devenu Kevin Owen, mais ce gars-là a été très, très, très populaire dans les circuits indépendants comme le Ring of Honor. Ça a été un de tes étudiants? À l'âge de 14 ans, il est venu me voir. Puis de 14 à 18 ans, je l'ai entraîné, ce petit gars-là. Puis aujourd'hui, bien c'est ça, il est rendu tellement... Écoute, il a tellement une belle position dans la WWE. Puis il y en a un autre, Sami Zayn aussi, là, qui se fait parler de lui beaucoup. C'est un autre Canadien que moi, j'ai appris à le connaître dernièrement. Il y a eu une grosse vague là, de Sami Zayn à Montréal au dernier show. Je le connaissais pas, mais il y a une belle... il y a une belle chance, là, vraiment. Puis là, ils s'en vont, Kevin Owen, puis Sami Zayn s'en vont pour le championnat par équipe à WrestleMania. Oh my God, Ils ont une belle chance de représenter le Québec encore. Moi, j'ai eu des différences avec Kevin Owen. Mais c'est pas grave, ça arrive. Un jour, on va se parler, on va s'asseoir pour les vraies raisons. C'est pas une question de qui a tort ou qui a raison. Je pense que c'est un malentendu qu'on a entre les deux. Mais c'est des choses qui arrivent dans la lutte. On est des tempéraments, on prend des décisions, puis on regrette des choses. Mais moi, j'y souhaite juste pas pour Kevin Owen, mais j'y souhaite pour le public québécois, pour les fans du Québec, pour qu'il y ait quelqu'un qui peut s'identifier avec. C'est une belle relève. Un qui aurait pu devenir immense, c'est Devin Nicholson. Devin Nicholson, oui, mais lui, c'est un gars qui est très imprévisible. Devin Nicholson, c'est un gars qui est très controversé. Il est dans les médias sociaux. Puis c'est un ami à moi que je l'ai beaucoup aimé, Devin. Je l'aime beaucoup. Je le courtise moins un petit peu là parce que il y a beaucoup de chaleur en ce moment avec beaucoup de fédérations à cause d'un incident qui est arrivé au Texas l'année passée. Il est arrivé un incident au Texas où il a fait un peu comme King Tonga. Il a perdu la tête. Il y avait cette réputation-là. Puis il a perdu ça. Puis ça, c'est allé loin avec beaucoup de fédérations qui ont comme mis un X sur lui. Moi, je l'aime beaucoup comme personne. Trouves-tu qu'il aurait été, s'il y avait une carrière dans WWE, parce qu'il a attrapé l'hépatite C, l'Abdullah, ça aurait été un des top 5 heels de l'histoire.
Non, je pense que ça aurait été un des 5 tough gars. Okay. Mais comme travaillant, comme lutteur, non. Je dirais pas que c'était ce calibre-là. Mais il était tough, c'était un dur à cuire. Ouais. Puis ça a été un de mes élèves, je l'avais eu pendant un petit bout de temps au début. Il était, comme tu dis, il était reconnu pour être dur, puis être dur avec ses adversaires. Puis tu sais, on n'aime pas ça dans la lutte. Tu sais, quand on donne notre corps à l'autre, comme j'expliquais, tu sais, on aime ça pouvoir faire la même chose demain soir. Sauf que lui s'il lutte une fois par mois, c'est pas comme lutter à tous les jours. C'est ça. Mais encore là, quand t'es le gars qui reçoit puis t'es le gars qui donne, c'est pas la même position. Quand t'es un gars qui le donne à tous les soirs, t'es capable. Mais quand t'es un gars qui le reçoit à tous les soirs, c'est moins drôle. Exact. Donc, mais Devin, c'est un gars qui comme je te dis, en ce moment, il est un petit peu dans l'ombre. Je pense que ça va se placer. Ça va se replacer avec le temps. Tout se replace. Tout le monde oublie. Mais en ce moment, il est comme un petit peu regardé comme négativement, dans le sens qu'ils n'ont pas aimé ce qu'il a fait avec l'arbitre au Texas. Moi, j'ai trouvé ça triste. Il m'a expliqué sa version. Alors, écoute, il y a toujours 3 versions à une histoire. Hein? Mettons qu'on chicane, moi, plutôt, il y a 3 versions. Il y a la mienne, la tienne, puis il y a celle du gars qui est en dehors, puis qui regarde, puis qui décide. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a toujours 3 versions. Alors, on laisse les choses aller. Moi, personnellement, Devin Nicholson, I like the guy. Je l'aime, personnellement. Tu sais, il a été fin avec moi. Il est venu m'aider pour une bonne cause à Montréal, pour les sans-abri. Il est venu, il est parti à Toronto. Il a fait des reportages à travers du Canada pour ça, pour aider. Tu sais, fait que, non, malheureusement, des fois, les amis d'un, c'est pas les amis de l'autre. Là, on va parler, on termine, on parle de Lutte Académie. Je vais mettre la pub, puis tu nous en parles après. Lutte Académie de Jacques Rougeau, édition 2023, sera bientôt à nos portes. Jacques Rougeau's Wrestling Academy 2023. It's just around the corner. 1 wrestler from the women's division and 2 from the men's will each win $10,000. Une lutteuse et 2 lutteurs gagneront chacun $10,000, ainsi que 3 mois à la prestigieuse école de lutte and 3 months at the prestigious wrestling school, The Nightmare Factory, where they'll be trained by. Là où ils seront entraînés par QT Marshall, Cody Rhodes, Billy Gunn. Half of the first round participants will be eliminated in May and June, but who will wrestle against QT Marshall in his in-ring Montreal debut at the semifinals? La moitié des participants de la première ronde seront éliminés en mai et en juin. Mais qui fera face à QT Marshall lors de son match inaugural à Montréal? Nous avons une équipe de champions comme commanditaires. Il ne manque que vous. We have our team of champions as sponsors. The only one missing is you. Le tout commence le 7 mai. Procurez-vous vos billets sur le site du Club Soda. It all begins on May 7th. Get your tickets now on the Club Soda website. You gotta be there. You won't believe your eyes. Soyez-y. Vous n'en croirez pas vos yeux. Fait que je vais être là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est-tu parce que tu essaies de faire un traitement choc de la lutte au Québec pour repartir ça? Là, écoute-moi, là, c'est malade qu'est-ce qui se passe là, André. C'est vraiment malade. Il faut que je ne sais même pas par où commencer. L'année passée, j'ai eu une idée avec ma blonde. Puis écoute, on a fait un concours l'année passée au Club Soda. On a envoyé des messages à toutes les fédérations au Canada, toutes les petites fédérations partout, les indépendantes. Puis on a demandé aux meilleurs lutteurs de se joindre, qu'on était payé leur billet d'avion. Wow! Puis qu'on leur hôtel. Puis qu'on leur donnerait aux 4 gagnants 5 000 $ chaque, qui est beaucoup. Ils sont habitués de faire 100, 200 pièces par soir quand ils luttent. 5 000 $ chaque. Puis, pour aller, j'avais une entente à QT Marshall aux États-Unis, Atlanta, à la meilleure école de lutte en Amérique du Nord en ce moment, le Nightmare Factory. Et c'est une des meilleures... En ce moment, c'est la meilleure école de lutte au monde à cause, je vais t'expliquer pourquoi dans 2 minutes. Fait que longue histoire courte, on avait 4 gagnants l'année passée, qui en a 2 qui c'était des Québécois qui ont gagné, un Québécois et une Québécoise, Jeremy Prophet, puis une professeure d'école ici, Jessica Black, qui est à Montréal. On le voit ici, Jeremy Prophet, qui... moi, je l'ai vu il y a une dizaine d'années. J'étais content de revoir Paulus Mikus, qui est toujours très rigolo. Mais regardez le body maintenant, il a profité, hein, dans le bon sens. C'est un gars qui mange tout à la lettre. Il n'y a pas un once de gras qui mange. Il s'entraîne, il est dans le gym, il travaille, il est instructeur dans le gym. C'est fou, puis il nous a bien représenté l'année passée au Québec parce qu'on a eu un gagnant de l'Ontario, on a eu un gagnant des Maritimes, Chris Dillon, Matt Black c'est en Ontario, puis Jessica Black, puis lui c'est un couple.
Lui puis Jessica Black. Jessica Black est professeur d'école ici à Montréal. OK. Puis nos 4 gagnants sont partis. Puis je suis allé voir le Nightmare Factory à l'automne passé, voir leur entraînement. Mais ce qu'il faut que vous compreniez dans tout ça, c'est que les 3 professeurs qui entraînent en ce moment, c'est QT Marshall, qui est une des grosses vedettes de la AEW, qui sont en train de faire leur entrée au Canada depuis 1 an, puis qui sont à travers de la planète, comme la WWE, sont compétitrices à la WWE. Après ça, tu as Billy Gunn, qui faisait partie des Smoking Guns, qu'on luttait, moi, Vérémont. Il n'y avait pas Billy Gunn, c'est lui qui avait été... Tough Enough, là. Oui, il avait gagné le... Tough Enough. Oui, c'était des vraies batailles. Fait que lui, là, il est coach aussi, là. Puis là, en plus, tu as Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes, il est pour la WWE, lui. Fait que les 2 autres sont AEW. Cody Rhodes est WWE, puis Cody Rhodes a gagné le Royal Rumble il fait pas longtemps. Puis il s'en va en finale de WrestleMania cette année, Cody Rhodes. Puis c'est lui qui va recevoir nos 3 gagnants. Parce que l'année passée, on avait 4 gagnants de 5 000. Cette année, ça commence le 7 mai au Club Soda. Vous pouvez réserver sur clubsoda.ca vos billets, pognez-les tout de suite. Ah, on va faire ça, puis, je vous le dis, pognez-les tout de suite parce qu'ils vont partir comme ça. Puis là, ça commence. Mais cette année, on a juste 3 gagnants au lieu de 4, mais 3 gagnants de 10 000 Écoute, 3 gagnants de 10 000 j'ai fait ça à WrestleMania, ma paye, moi, 10 000 C'est gros pour eux autres. C'est gros pour n'importe qui. Oui. Fait que c'est 3 gagnants de 10 000 cette année, une femme, 2 hommes, puis ils s'en vont encore passer du temps avec Cody Rhodes, Billy Gunn, puis QT Marshall. Il faut que vous compreniez quelque chose. Moi, je donne pas des papiers de travail à ces lutteurs-là et ces gagnants-là qui s'en vont là-bas. Je leur donne pas des papiers de travail. Mais ce que je leur donne, c'est les 2 critères que mon père me disait quand j'étais jeune pour réussir dans la lutte. Ça prend 2 critères. Être au bon moment à bonne place, puis connaître la bonne personne. Puis tu t'en vas au Nightmare Factory, là, t'es à bonne place. T'as les 3 coachs des 2 fédérations les plus grosses dans le monde. Puis après ça, quand tu passes 3 mois avec eux autres, c'est sûr que la première journée, quand t'arrives là, au Nightmare Factory, c'est « How you doing, Mr. Rhodes? How you doing, Mr. Rhodes? » Puis la première semaine. Mais rendu après un mois, c'est « How you doing, Cody? » Puis après 2 mois, c'est « Hey, Cody, tu viens-tu avec moi en bateau? Tu fais des contacts. Et ça, ces contacts-là, c'est tellement, tellement important. Alors, c'est l'opportunité qu'on offre cette année. Mais ce qui est le fun, c'est que l'année passée, on avait 40 inscriptions l'année passée. On en avait 19 du Canada et 21 du Québec. Il y avait beaucoup des haters. Puis il y avait beaucoup de monde qui disait, ben voyons donc, ouais, s'ils vont donner 5 000 $, puis ouais, si tu vas aller passer 3 mois au Nightmare Factory, c'est tout du gaga, là, c'est tout... Puis là, c'est tout arrivé. Puis en plus de ça, à la fin du concours de l'année passée, QT Marshall a mis le pied à terre, puis il a dit, en plus de ça, là, les gagnants, là, je vais vous amener à la AEW à Toronto, les débuts, puis vous allez passer à l'émission de Rampage puis Dynamite. Oh my God! Ça veut dire que les gars passent à la télé. Oui, puis là, ils ont devant 10 000 personnes au centre Coca-Cola à Toronto, puis ils ont été. Fait que tout ce que j'ai offert l'année passée et plus, ça s'est créé. Alors cette année, contrairement à l'année passée, qu'il y en a eu, comme je te dis, il y en a eu 21 du Québec puis 19 du Canada. Cette année, on en a eu 71, mais on en a eu juste 11 du Québec. On en a eu 69 du Canada. Parce que là, le mot s'est passé comme « Hey! C'est la place, c'est le real deal, c'est la vraie affaire, il faut y aller. » Puis là, tu devrais avoir le talent qui s'est inscrit cette année. Quand je suis allé l'année... Puis là, dans l'autre affaire, écoute, j'ai tellement d'affaires à vous expliquer vite. C'est que l'année passée, QT Marshall était là pour la finale, juste pour la finale, au Club Soda, sur un écran géant, puis c'est lui qui a choisi les gagnants. Puis quand j'ai fini le concours l'année passée, QT Marshall, j'ai demandé à lui, je l'ai appelé le lendemain matin. J'ai dit, puis comment t'as aimé l'expérience? Il dit, I loved it. Il dit, on l'a refait ça encore cette année? Puis là, j'ai dit, ben oui, j'espérais qu'il dise ça. Il dit, fait que je dis, ben oui. Fait que là, il dit, mais là, l'année prochaine, ça va être différent. Il dit, l'année prochaine, là, je vais être avec toi pour choisir les concurrents. Et je vais être sur l'écran géant des quarts de finale, les semi-finales, puis les finales. Puis en plus de ça, ils viennent de m'annoncer, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2 mois, qu'il veut lutter à Montréal à la finale. Il va arriver à la semi-finale au mois d'août. Fait que le mai-juin, tu as les quarts de finale. Juillet, il n'y a rien. Au mois d'août, c'est les semi-finales. Les meilleurs de mai contre les meilleurs de juin qui s'en viennent au mois d'août. Puis dans cette élimination-là, que QT Marshall va être sur l'écran géant, il va en éliminer 10, puis il va en garder 10 pour la finale au mois de septembre. Mais dans les 10 qu'il élimine, il va en choisir un pour lutter contre lui au soir de la finale. Lutter contre QT Marshall à Montréal, ça va être la première fois qu'il vient. Lui, il représente le monde en ce moment. Il est partout sur AEW. Tu parles des opportunités en or pour le Québec, puis pour le Canada, puis tout. Ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'il y a eu beaucoup de talent au Québec, mais... Depuis, mettons, 10 ans, il y a eu comme un creux. Oui. C'est pas évident. Des gars comme Darko, mettons. Je connais même pas. Ah, bon, tu vois.
Mais il faut dire que je n'ai pas suivi la lutte depuis 30 ans. Jeremy Prophet. Lui, c'est un de mes élèves. Tu sais que Jeremy Prophet, c'est mon élève. Ouais. Quand il a commencé, c'est moi qui l'ai entraîné. Il a commencé. Lui, je le connais bien. Paulus Micus, tu parlais tout à l'heure, je l'aime. C'était mon élève, lui aussi. J'en ai une couple de mes élèves. Il est rigolo. J'ai Johnny North, qui est mon élève. Carl Zachary. Je sais pas si ça dit quelque chose. Carl Zachary, c'est un de mes élèves qui est là-dedans. J'en ai beaucoup de mes élèves qui sont revenus, qui sont là-dedans. T'as toujours eu Alex Trem comme élève? Je connais pas. Alex, c'est un chanteur heavy metal. Non. En tout cas, mais par contre, j'ai un groupe qui s'est joint à nous autres, c'est Atomic Train. Je ne sais pas si tu connais le groupe Atomic Train. Ils se sont joints à nous autres cette année. C'est la musique officielle Playground. Ah, OK. C'est la musique Playground. C'est eux autres qui sont la musique officielle cette année. Ils vont venir jouer un live band à l'intermission de mon show. Écoute, c'est bon signe. Ça veut dire que la lutte, le Québec va redevenir peut-être un centre important. Ben écoute, ce qu'il faut que tu comprennes là, puis il faut que tout le monde comprenne là, ce qui est tellement important, c'est qu'en ce moment, Lutte Académie de Jacques Rougeau, c'est le plus gros concours sur la planète. Le plus gros concours de lutte que tu peux gagner des 10 000 $, les 3 mois de Nightmare Factory. Tu sais comment ça coûte aller 3 mois à Atlanta Nightmare Factory? Ça, c'est à plus de ton 10 000 $. OK, ta minute, ça veut dire que ça, c'est inclus? C'est inclus dedans, dans le sac qui gagne. Fait que tu te ramasses avec au moins, là, avec, je te dirais, 16-17 000 $. Regarde, si tu veux pas pro après ça... C'est parce que tu le réussiras jamais. Ça va pas bien, là. Ou c'est parce que ça va prendre du temps, mais tu vas t'avoir fait voir. La visibilité va te montrer. Puis des fois, là, comme ceux mes 4 qui sont allés là, il y en a un ou deux qui ont passé proche de se faire recruter, mais c'est pas arrivé. Mais ils s'en rappellent d'eux autres. Fait que là, si jamais ils recroisent un peu plus tard, puis ils sont améliorés encore avec le cours qu'ils ont pris pendant 3 mois, bien, ça va être... La vie, elle finit pas là. Je veux dire, tu continues à t'entraîner, tu continues à t'améliorer. QT Marshall l'a dit, c'est pas parce que je vous élimine aujourd'hui qu'il faut que vous arrêtez votre carrière. C'est pas le temps là. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas le temps plus tard. Exact. Fait que lâchez pas votre passion. Fait que, écoute, c'est la plus belle affaire qui m'est arrivée dans ma vie depuis plusieurs années. Lutte Académie. Puis si vous voulez suivre ça pour le fun, lutteacademy.ca. Allez voir mon site web, vous allez pouvoir voir aussi l'émission de l'année passée. Mais je te le dis tout de suite, va pas voir le commentateur, il est pourri, c'est moi. Je te dis, moi, c'est plus de wow, puis ouais, je suis pas bon pas en tout. En passant, la production est très bonne. Hein? Tu m'avais dit que c'était coup-ci, coup ça, mais non, c'est très, mais très bon. Le contenu est bon, les matchs sont bons. Mais c'est bien filmé aussi. Puis vous allez voir, si vous voulez voir la compétition de l'année passée, ceux qui ont gagné, lutteacademy.ca, mais si vous voulez suivre cette année live au Club Soda le 7 mai, le 4 juin, c'est les quarts de finale. Après ça, ça s'en va pour le 20 août pour les semi-finales et le 17 septembre pour la grande finale où QT Marshall va lutter aussi. Vous pouvez faire ça, mais ce que je veux vous expliquer, il y a seulement 400 places au Club Soda. Puis il y a 200 billets que je garde moins pour mes commanditaires parce que grâce à mes commanditaires que vous avez vus dans l'annonce, c'est eux autres qui ont donné 50 000 $ de commandites cette année pour les billets d'avion, les prix. S'ils sont pas là, je suis pas là. Non, c'est ça. Fait que je garde 200 billets pour eux autres. Fait qu'il y a juste 200 billets que vous pouvez pogner au Club Soda. Fait que si vous allez Caro, va sur Club Soda. Clubsoda.com, allez chercher vos billets. Là, vas-y tout de suite, Caro. Écoute, vous allez voir, c'est hallucinant comme spectacle parce que c'est une télé-réalité. Puis là, j'ai un combat, j'en ai 2 combats vraiment qui sont écœurants en partant. J'ai le géant Orion qui vient des Maritimes, puis j'ai Jesse V qui était sur AEW, le try-out. Ils s'affrontent, ces 2 géants. Mais ce que j'aime de ma compétition cette année, contrairement à l'année passée, il y en a beaucoup qui m'ont dit, bien, c'est sûr, Jacques, tu vas protéger du monde. Autrement dit, tu vas mettre des moins bons avec les bons pour que quand tu arrives à la fin, les bons s'affrontent. Mais c'est pas ça que je fais. Je prends les meilleurs contre les meilleurs au début pour donner une chance aux autres. Fait que là, tu en as 2, le géant Orion qui va rencontrer Jesse V le 7 mai en finale. Là. C'est 2 gagnants de ta académie, ça, dans ma tête à moi. Mais il y en a un qui, après le combat, QT Marshall va dire merci la prochaine fois, puis il y en a un autre qui va dire, hey, toi, tu as une chance à 10 000 $, puis tu te passes au semi-finale. Mais quand tu es là dans la place, là, puis tu vois le combat, là, puis c'est fou. Tu regardes ça, puis tu dis qu'il y en a un, hey, c'est une décision majeure, là. Un qui peut s'en aller à Atlanta pendant 3 mois avec Cody Rhodes, puis tous ces gars-là, puis qui va gagner 10 000 $, puis l'autre s'en va chez eux. Écoute, il y a de la pression, là, tu vas voir, puis c'est tiré pile ou face qui gagne le combat. C'est moi qui m'en vais avec eux autres sur Zoom. C'est pas important qui gagne. QT Marshall, il regarde ton habilité, ton charisme, toute ton entrevue avant le match, quand tu sors, il faut que tu fasses une entrevue, puis ils veulent voir comment... Ils veulent tout aller voir les qualificatifs pour devenir un bon lutteur. Puis des fois, là, ça va être dans l'habillement. Des fois, ça va être dans l'attitude. Quand on a éliminé du monde au mois de septembre, quand je suis allé au Nightmare Factory, j'avais 70 vidéos à regarder du Canada. Moi, je montrais une vidéo, puis là, j'étais là, je l'aime, lui, puis lui disait, non, on le prend pas. Là, je regarde, je ne prends pas. À QT Marshall,
il dit, il y a des jeans. Il dit, un gars qui rentre dans l'arène avec des jeans, là, il dit, il n'y a pas de respect pour son sport. Là, j'ai appris à le connaître. J'ai appris à le connaître. Puis il y a des gars qui étaient vraiment moins bons. J'étais sûr qu'il ne prendrait pas. Il dit, lui, je vais le prendre. Là, j'étais là, mais non, il dit, lui, il a du potentiel. Il dit, fait que, tu peux faire de quoi avec? Je peux faire des... Autrement dit, des fois, là, il y en a qui ont pogné des mauvais plis pendant 15 ans de temps. C'est dur de casser des mauvais plis. Mais quand t'en pognes qui sont frais, là, green un peu, mais ils n'ont pas pogné des mauvaises habitudes qui ont drillé pendant des années et des années qui sont dures à partir. Fait qu'il y a bien des affaires que j'apprends moi aussi dans ce concours-là. Là, fait que c'est une télé-réalité qu'on fait. Puis c'est vraiment pas arrangé. C'est QT Marshall qui est le boss. Moi, je me lave les mains. Si tu passes, je suis tellement content que tu étais là. Mais si tu passes pas, je ne suis pas blâmé. Regardez-moi même pas. Fait que c'est le fun. J'ai du fun. Je vis ma passion. Clubsoda.ca. Venez voir ça. Écoute, moi, c'est sûr que tu vas me voir là. Et parle-nous de... Tu m'as envoyé ça également. C'est un autre événement ici qui est fait par Chris Jericho. Écoute, Jacques Rougeau, là, il commence à être pas mal dans les dernières années de Bounty. Puis là, Chris Jericho, qui est un des champions à AEW, justement, qui voit mon nom circuler partout dans les Comic-Con, partout. Puis là, puis qu'il dit, il m'a appelé. Puis lui, il fait une croisière, tu sais, comme sur Norwegian, puis tout ça, un gros bateau de croisière, mais il fait un rock and wrestling. Il fait un show de là, des signatures, puis tout ça. Puis il m'a invité pour aller l'année prochaine. Fait que tu vas être sur le bateau. Sur le bateau en croisière pendant, je pars de Miami. Puis il va y avoir un show de lutte, puis il va y avoir des rencontres avec moi, des photos avec moi. Puis il m'a choisi comme un de ses personnages qui va pour. Je suis tellement. Écoute, je suis ému parce que, écoute, ceux qui vont sur le bateau, là, c'est du monde qui sont dans l'actualité. C'est des fans. Ils sont dans oui, puis c'est à Miami, là, c'est pas à Montréal. C'est pas à Rawdon. Là. Tu sais, c'est à travers du monde, le monde qui vont en croisière comme ça. Fait que, si ça servi de moi, ma notoriété, comme de Mountie, ben c'est un velours. Tu sais, je suis tellement fier. Puis là, ma blonde est contente parce que ça là, je peux l'amener. Ça, j'aurais peut-être pas les moyens, par exemple. Caro, achète pas des billets pour ça, on n'a pas les moyens. Non, mais c'est donc, ma blonde est contente parce qu'elle dit, si j'y vais pas, tu y vas pas. Ah, elle veut y aller, ça va. Et là, on termine avec une vidéo. Jacques, à 62 ans, toujours en shape. Écoute, on essaye. Non, mais c'est parce que ça... ouais, j'ai fait ça aussi. C'est un move à la Jackie Chan, cette affaire-là. Là. Ouais. 62 ans, je suis très fier d'être capable de faire ça. Tu sais, je m'a dit comme l'histoire, Hayden Prince qui est là, c'est tellement drôle parce qu'il est venu me voir, puis juste avant que je fasse le move, j'ai dit aux gars, les gars, écoute, je pense pas d'être capable de le faire, tu sais, ça fait plusieurs années que je l'ai pas fait, mais juste pour le fun, tu sais, pour mon ego. Puis quand je l'ai fait, là, écoute, je me pensais dans mes meilleures années encore. J'ai tombé ses pieds, puis j'étais là, je disais, waouh! Pendant qu'elle s'ouvre de moi j'étais dans ma bulle, puis je disais, hey, c'est hot, t'entends parler. Parce que tu savais pas si t'allais être capable. Je savais pas si j'étais pas capable quand je l'ai fait. Puis j'étais encore capable à 62 ans, moi, à 63 ans, fait que je remercie le bon Dieu pour me donner la force, le courage d'aller au gym à tous les jours. Parce que, tu sais, c'est là que ça se passe. Puis, tu sais, comme je disais avant de rentrer, je te parlais vite, je te disais, il y en a beaucoup qui vont au gym, mais qui mangent des hamburgers, des chips, puis des palettes de sucre, puis tout ça. C'est là qu'est vraiment l'ouvrage, parce que c'est tout dans la nutrition. Exact. Si tu t'entraînes très fort, puis tu manges mal, tu seras jamais capable de faire ce que je viens de faire là. Si tu t'entraînes pas, puis tu manges bien, tu vas être capable de le faire. Mais si tu t'entraînes puis tu manges bien, tu vas être capable de le faire 7 jours sur 7. Tout se passe en fourchette. C'est tout dans la nutrition. Oui. Si vous mangez bien, puis vous coupez vos gras, puis vous faites attention, vous restez en forme, puis de la marche. C'est juste de la marche que j'avais besoin de faire. Marchez tous les jours, mangez bien, puis vous allez vivre longtemps. Puis vous savez, c'est ça que je souhaite le plus. Je suis pas riche dans la vie financièrement, mais physiquement, je suis riche. Puis je pense que j'ai la plus belle richesse au monde. Parce que là, je vois mon petit-fils qui s'en vient, puis pouvoir le prendre, puis lutter avec lui un petit peu pareil, puis faire des affaires. Puis en tout cas, longue histoire. Tu vas pouvoir y acheter une petite ceinture comme ça. Acheté à ta fille. Ça, c'est la ceinture de ma fille. Ma fille, il n'y a rien qui fait plus plaisir que de se battre avec moi. C'est ça. C'est le même que je règle tous mes problèmes avec à la maison. André, merci tellement. Quand tu m'as invité pour l'émission, je t'inquiète. Oui, mais normal, j'ai une drôle de réputation, moi. Puis merci. Oui, je savais pas, j'avais rien entendu de mal. Ah, good. Là, j'ai rien dit. J'ai une excellente réputation. Fait que merci pour l'émission parce que tu m'as fait vivre beaucoup d'époques de ma vie, puis du monde que j'aime beaucoup. Puis merci en ce que j'apprécie. Merci infiniment, Jacques Rougeau, de nous avoir fait l'immense honneur de venir chez Lutte Média. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci évidemment à mon invité Jacques Rougeau Junior. Et peut-être qu'on aura l'opportunité de se recroiser, mais moi, c'est sûr et certain, je vais être au Club Soda, au Monet et à tous les galas également. Merci à tout le monde. Merci.